Bon, quelle heure il est? 13h42, c'est trop tard pour Aurélien Saint-Toul. C'est trop tard pour Aurélien Saint-Toul. Je vais creuser de mon côté. Parce que je vais écouter ce qu'en disent Blast. Je vais donner la parole à la défense d'abord. Moi, je vous avoue que... donc Aurélien Saint-Toul, vous souvenez, hein? Tenez, il est là. Aurélien Saint-Toul, qui est le rapporteur LFI de la commission d'enquête sur l'attribution des canaux TNT. Le rapport est sorti il y a un peu moins d'une semaine. Et on n'en a pas du tout parlé ici. Et en fait, les grands médias en ont très peu parlé. Blast a fait une vidéo que je dois encore écouter. Et alors, donc il y a toute une histoire. C'est-à-dire que le rapport compte 47 propositions, dont une partie, 9, dont 9 d'entre elles n'ont pas été ratifiées par le reste de la commission. Mais sont portées par le rapporteur malgré tout. Bah, le big boss de la commission, le président de la commission, c'est plutôt Quentin Bataillon. C'est ça, hein, je ne me trompe pas, Quentin Bataillon. Et Arrêt sur Image, on a parlé, oui, on a Arrêt sur Image, oui, bien sûr. C'est ça. Mais Aurélien Saint-Toul, lui, a porté en son nom propre et au nom, j'imagine, des parlementaires, des parlementaires LFI et peut-être des parlementaires de gauche plus généralement. C'est légal, ça? Bah, ça dépend, justement. Je n'ai pas... J'ai pas encore assez creusé, donc je reste éloigné. Mais j'ai vu passer une proposition dont parle Le Monde. Hop. Attendez. Et qui a fait beaucoup parler. Voilà. Aurélien Saint-Toul, c'est Le Monde qui nous dit ça. Hein. Zut, je me suis trompé de bouton. Voilà. Hop. Le Monde nous dit que Aurélien Saint-Toul... Alors... Il y a plusieurs propositions. Voilà. Adopté in extremis la semaine dernière, 38 propositions ont reçu l'aval de l'ensemble des participants, quand 9 sont défendues à titre personnel par le rapporteur Aurélien Saint-Toul. Je vous avoue que là, ça devient trop précis pour mes connaissances du droit parlementaire qui sont pourtant pas dégueu. Et je ne sais pas quelles sont les conditions pour adopter un rapport avec des propositions minoritaires portées juste par le rapporteur. Je ne sais pas quelles sont les... Je vois sur le chat, vous dites, mais attends, est-ce que c'est possible? Bah, manifestement, ça l'est, mais alors sous quelle procédure? C'est là où moi, j'ai pas l'info. Moi, j'ai pas l'info. Si ces dernières ont le mérite d'alimenter le débat public, interdire la diffusion de programmes jeunesse les matins avant l'école, ah ouais. Soumettre la délivrance de l'autorisation d'émettre sur la TNT, oups là, qu'est-ce que j'ai foutu? À une redevance annuelle. Bon, ça, je vois pas exactement ce que ça change. Ça, on voit pourquoi est-ce que les députés ne veulent pas l'adopter. Hein. C'est évidemment une énorme perte en matière d'audience. Et puis alors, les chaînes genre T'es fou et compagnie qui doivent être sur la TNT, pour une partie d'entre elles, comment elles font, je ne sais pas. Comment une chaîne de jeunesse, elle fait pour émettre si elle peut pas, voilà. Pub. Mais non, pas la pub. Mais... Après, ça, pour moi, c'est un truc, typiquement, je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir. Elles ont probablement peu de chances de prospérer, en effet. Alors, ça, c'est intéressant. En effet, quand le député insoumis invite, par exemple, à la fin de la TNT payante, Canal+, Paris Première, Planète+, Canal+, Sport, Canal+, Cinéma, et la rétribution des 5 fréquences afférentes, le président de la commission, Quentin Bataillon, il voit une ligne rouge infranchissable. Bah, ce serait une énorme balle tirée dans le pied de Canal+, et donc du groupe Canal, propriété de Vincent Bolloré. Après, ça c'est compliqué parce que traditionnellement, enfin, ça fait partie même maintenant de l'histoire de la télévision privée. De la télévision privée française, d'avoir justement un canal brouillé, la 4e chaîne. Après, c'est pas parce qu'on l'a toujours fait qu'il faut continuer de le faire. Par contre, c'est ça, voilà, c'est ça où moi, j'aimerais bien, allez, limite, on va écouter Aurélien Saint-Toul, parce que j'aimerais bien savoir comment il défend cette idée.
Aurélien Saint-Toul imagine que les chaînes d'information renoncent à la fonction d'éditorialiste, intrinsèquement liée à la presse écrite d'opinion, au profit d'experts disposant de compétences et titres pour analyser les faits. Ben mes aïeux. Alors on voit bien qui est-ce que ça vise. Hein. On voit bien qui est-ce que ça vise. Ça vise clairement les tautologues des chaînes d'infos en continu. Mais alors, mes amis, voilà, typiquement, tu vois, genre, comment? Parce en fait, que les chaînes d'information renoncent à ce qui est des éditorialistes. En vrai, j'ai envie de dire, si on parle des éditorialistes de la chaîne, on peut, pourquoi pas? Tu vois, le fait de dire, après tout, une chaîne, elle est censée être neutre, elle n'est pas censée porter une position politique, donc les Christophe Barbier et compagnie qui sont payés directement par LCI ou par BFM pour venir donner leur avis, en fait, ils n'ont rien à faire là en tant que journaliste de la chaîne. Un journaliste de la chaîne, il doit être astreint au pluralisme et à l'honnêteté de l'information. Ça, j'ai envie de dire, bon, on peut l'entendre. Mais là, en fait, là, ce qu'ils veulent, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de polémistes, grosso modo, de gens qui soient des spécialistes de l'opinion, qui soient invités sur les chaînes d'infos, au profit d'experts. Mais alors, le problème, excite Jean Messia. Mais alors, moi, je veux bien les amis. Et ce serait bien, vous dites. Mais là, parce que je vous connais, je la connais, la team gauchiste du chat. Ce serait bien parce que vous vous dites, excite Jean Messia, excite Yvan Rioufol, excite Éric Zemmour. Bon, maintenant, il est homme politique, mais bon. Excite, évidemment, Alexandre Devecchio, comment elle s'appelle, Eugénie Bastier et compagnie. Mais le problème, c'est que excite également Rokhaya Diallo, excite également toute la team de Regard et de Politis, excite également une bonne partie des intervenants de gauche. Et donc, ok, banco. Donc, j'ai envie de dire, c'est à... Oui, c'est pas grave, sacrifice nécessaire. Ok, donc vous êtes pour. Vous êtes pour. Vous êtes cohérent avec vous-même. Excite Rokhaya Diallo, sauf sur les sujets dont elle est experte. Ah, et c'est là que vous êtes pris dans la contradiction. Bah, dans ces cas-là, qu'est-ce qui vous fait dire que Eugénie Bastier, elle n'est pas experte sur les questions de laïcité et d'identité? Enfin, c'est quoi la frontière entre les deux en vrai? C'est quoi la frontière entre un éditorialiste et un expert? Alain Bauer, dont on parlait tout à l'heure, qui est professeur de criminologie au CNAM, qu'on invite à parler, à qui on pose des questions sur la guerre en Ukraine et qui prend position. Enfin, tu vois, c'est la frontière, elle est où en fait? Qui va décider de... En fait, qui va décider? C'est toujours pareil. En fait, moi, avec ça, j'ai l'impression que on est dans un cas où le remède est pire que le mal. C'est-à-dire, j'ai vraiment que c'est un cas où le remède est pire que le mal. Parce que qui va décider qui est compétent et sur quoi? Quelle commission? En fonction de quoi tu juges? Parce que soit tu dis les gens ne peuvent s'exprimer sur les chaînes info que sur les sujets où ils ont une compétence reconnue, notamment par un diplôme universitaire. Et en fait, là, c'est une énorme... En fait, ce que tu crées, c'est une énorme entrave à la liberté d'expression. C'est une décision ultra élitiste. Grosso modo, tu fais la République des professeurs. Tu n'acceptes plus que sur chaque sujet, la parole des universitaires, qui est importante. Hein. Vous m'avez souvent entendu défendre le fait qu'il n'y avait pas assez de chercheurs, qu'on n'entendait pas assez les spécialistes reconnus sur les différentes questions.
Aurélien Saint-Toul explique concrètement. Bah, on va l'écouter. Allez, vous avez raison, on va l'écouter. Alors, on va aller chercher, par contre, on va pas se taper l'heure entière. Afficher la retranscription. Éditorialiste. Alors, écoutons comment Aurélien Saint-Toul valide défend cette position. Parce que moi, je vous dis mon premier sentiment. Mon premier sentiment, après peut-être qu'il a des modalités qui rendent ça possible. Mais mon premier sentiment, c'est soit tu demandes pour pouvoir s'exprimer sur un sujet, d'avoir un diplôme sur le sujet, et en vrai, déjà, ça n'est pas source, ça n'est pas une garantie que la personne qui s'exprime portera une parole rigoureuse. Certains d'entre vous le disent, mais en effet, Mathieu Bock-Côté, il est docteur. Raphaël Enthoven, il est agrégé de philosophie. Donc moi, à ce titre, ils peuvent être légitimes à s'exprimer sur, pour l'un, tous les sujets de politique et pour l'autre, tous les sujets de société. Et sinon, qui va décider qui est compétent? Enfin là, vous voyez bien quand même qu'il y a une vraie question de comment tu fais pour... il est que agrégé à Enthoven. Ouais, mais dites pas il est que agrégé, les amis. Hein. Là, honnêtement, la grecque de philo, c'est un concours extrêmement difficile. Enfin, quelqu'un qui est agrégé de philo, c'est quelqu'un qui a fait de belles études et a réussi un bel accomplissement. Il n'est pas docteur soit, mais agrégé, c'est stylé déjà. Hein. C'est stylé, c'est des compétences, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Je pense que ça reste bien mieux que la situation actuelle. Bah moi, je suis pas sûr, parce que en réalité, comment dire que tu connais pas le concours d'agrégation? Bah je connais pas le concours d'agrégation en philosophie, mais je connais très bien le concours d'agrégation en histoire. Et je peux vous dire que le concours d'agrégation en histoire, il est excessivement difficile. Excessivement difficile. J'ai des potes qui ont passé le concours d'agrég en philo, et j'ai vu ce qu'ils ont dû travailler. Donc bon, après, pour le coup, je le connais pas de l'intérieur, mais c'est des concours qui sont excessivement sélectifs. Il me semble qu'en philo... Ah, non, mais en fait, en philo, le pourcentage de gens pris versus candidats, c'est très très chaud. Après, j'en sais rien. Si vous me dites qu'en vrai, la grecque de philo, c'est un peu au pif et que, contrairement à la grecque d'histoire, la grecque de philo, t'as un côté un peu roulette russe où si ce que tu dis plaît à l'examinateur, ça passe et sinon ça passe pas, j'en sais rien. C'est là où moi, je connais pas le truc de l'intérieur, je sais pas à quel point est-ce que c'est arbitraire. Voilà. Je sais pas, c'est là où effectivement, je sais pas à quel point c'est arbitraire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est excessivement sélectif, que la grecque d'histoire, c'est un des concours les plus durs de France. Que la grecque de philo, en termes de proportion entre ceux qui l'ont et ceux qui le tentent, c'est à peu près aussi difficile. Et les gens que je connais qui ont passé la grecque de philo, c'est des brutasses. Hein. C'est des brutasses, c'est des gens qui ont travaillé comme des malades. Donc je trouve ça toujours marrant quand les gens... Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles critiquer Enthoven. Je l'ai moi-même fait sur cette chaîne. Il n'y a pas de problème. Je suis pas fan du bonhomme. C'est un euphémisme. Mais je trouve que le critiquer en disant « il n'est que agrégé », ouais, il n'a pas soutenu sa thèse, soit. Après, bon, il y a plein de gens très bien, qui sont très compétents, qui n'ont pas soutenu leur thèse non plus, tu vois. Il faut pas non... En fait, et c'est là, tu vois, on en revient à ce truc de... En fait, le truc, c'est qu'avec la proposition d'Aurélien Saint-Toul, t'as plein de voix qui sont des voix légitimes, qui ne peuvent plus se faire entendre, parce que précisément, elles ne sont plus... En fait, tu reviens à une situation de gatekeeping, quoi, où pour t'exprimer, il faut que tu aies une carte, que ce soit la carte d'un syndicat, d'un parti, ou sinon d'un diplôme universitaire. Et il y a plein de gens que ça va laisser en dehors des médias qui se diront bah, je ne pourrai jamais avoir accès au micro d'une grande antenne parce que voilà, j'ai pas eu la chance de faire un doctorat, j'ai pas passé une agrégation, je suis pas donc un expert reconnu, mais par contre,
c'est des gens qui peuvent être essayistes, qui peuvent avoir une parole à porter, qui peuvent avoir envie de faire entendre des arguments. Et ces gens-là, tu vois, tu les gardes à l'entrée. C'est déjà le cas. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a déjà, évidemment, les grands médias sont déjà des gatekeepers. Mais en réalité, tu vas resserrer. C'est pas plus mal. Ah, attends, vous êtes pas. C'est marrant, hein. C'est marrant, vous êtes pas. Vous êtes pas arc-bouté sur la liberté d'expression, quand même. C'est déjà le cas, il faut la carte de bourgeois. Mais en fait, encore une fois, moi, je l'ai toujours dit que tu avais une situation de gatekeeping. Mais c'est pas que vrai. Ça n'est pas que vrai. Et en fait, quand vous regardez, il y a aussi d'autres paroles qui se font entendre sur les grands médias. Alors, elles sont ultra minoritaires, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi vous, le chat, c'est 4000 personnes avec des opinions différentes? Oui, mais c'est une manière de parler. C'est un raccourci. Et venant de toi, c'est évident, mais quand Hanouna dit cela, je dis non. Ah, parce que du coup, j'ai la même position qu'Hanouna et ça vous trigger. Ah, je comprends. Je comprends. Moi, je trouve que le remède me semble presque pire que le mal, parce que là, en fait, tu vas devoir passer des brevets pour avoir le droit de t'exprimer dans le débat public, alors que ma vision de la démocratie, c'est justement une vision dans laquelle, potentiellement, tous les citoyens et toutes les citoyennes peuvent... Voilà, je vais le dire comme ça. Moi, ma vision de la démocratie et du débat public, c'est que la démocratie, c'est le régime dans lequel tous les citoyens et toutes les citoyennes ont potentiellement une contribution à apporter dans le débat public. Et en fait, sur le principe, là, c'est vraiment une question de principe, réserver l'accès au débat public le plus visible aux seuls citoyens et aux seules citoyennes qui peuvent justifier d'une expertise, c'est en fait faire la République des professeurs, faire la République des experts, tomber dans une forme de technocratie et refuser l'accès au débat public à des hommes et des femmes qui auraient des arguments à faire porter et qui pourraient, même devraient être entendus. Et effectivement, j'en vois une partie d'entre vous parler des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est quand même le moment où, alors certes, c'est pas parti des médias, c'est parti des réseaux sociaux. Mais via les réseaux sociaux, on a vu avoir accès aux grands médias à des hommes et des femmes qui portaient des paroles différentes, qui portaient des paroles qu'on n'avait pas entendues jusque-là. Et c'était très bien. Et on réussit toujours à avoir dans les grands médias quelques hommes et femmes qui portent des paroles importantes, qui doivent être entendues, et qui ne le sont pas parce que, voilà, à un moment donné, ils réussissent à avoir un flash d'accès aux médias. Voilà. Rokhaya Diallo, pour moi, elle porte une parole qui est très importante. Alors, je ne suis pas d'accord avec toutes ces prises de position, je suis même en grand désaccord avec certains des écrits ou certaines des formules qu'elle a pu avoir dans le passé. Mais le fait est que Rokhaya Diallo, aujourd'hui, dans le débat public, je pense qu'elle est très importante et qu'une femme comme elle puisse avoir accès à RTL et à BFM, ou LCI, je ne sais plus sur quelle chaîne elle est, je pense que c'est très important. Et si tu réserves l'accès à la parole publique à des experts, une Rokhaya Diallo, elle disparaît. Et pour moi, en fait, pour une question de principe, commencer à faire le tri entre qui peut parler et qui ne peut pas parler, en fait, pour moi, c'est vraiment une question de principe. Quand tu commences à faire le tri entre ceux qui peuvent parler et ceux qui ne peuvent pas parler, tu veux répondre à un problème qui est réel, mais le remède est pire que le mal. Parce qu'en fait, là, tu sors d'une conception qui, pour moi, est capitale dans le débat public, qui est celle de dire, tous les citoyens et toutes les citoyennes peuvent participer au débat public. Et je ne sais pas comment tu fais par ailleurs pour avoir derrière comment tu fais le tri, qui est légitime, qui ne l'est pas, qui a la carte, qui ne l'a pas, qui est expert, qui ne l'est pas, dans quel domaine, qui est légitime pour juger de ça. Tu vois, tu vas avoir une commission de 20 gars qui vont décider. Bon, alors là j'anticipe un peu sur ce que va dire Aurélien Saint-Toul. Écoutons comment lui défend sa mesure, on en parle après. Quand j'évoque la question des éditorialistes, il est bien évident que le métier d'éditorialiste est un métier de presse écrite et que quand ils agissent à la télévision, eh bien en réalité, ils sortent du cadre ordinaire de ce que la loi prévoit pour les chaînes de télévision. Et donc, j'ai fait cette suggestion de dire qu'il serait bon que les chaînes renoncent
aux fonctions d'éditorialiste, non pas au sens où elles devraient renoncer à l'expression d'opinion sur leurs antennes, ce serait une absurdité totale, mais au sens où le fait de disposer d'une carte de presse ne donne pas un droit spécifique à exposer son opinion. Donc lui, en fait, ce qu'il veut, là on a un peu anticipé, ce qu'il veut, c'est pas la fin. Je comprends pas sa position. Je comprends pas sa position. Je trouve que tu restreins la liberté d'expression pour ne rien gagner. Parce que soit ce qu'il veut, c'est la fin de la fonction d'éditorialiste, donc type Christophe Barbier, Florian Tardif et compagnie. Auquel cas, moi j'ai envie de vous dire, bon, pourquoi pas? Mais voilà, pourquoi pas, tu vois. Plus de Thomas Durand sur Inter, plus de Christophe Barbier sur BFM, et plus de Florian Tardif sur CNews. Mais je veux dire, ça n'empêche que tu auras toujours, du coup, sur les plateaux, tu auras toujours, comme invité dans les émissions de débat, tu auras toujours Yvan Rioufol et compagnie. Enfin, je vois pas trop ce que ça résout. Si vous êtes éditorialiste d'une chaîne, que vous êtes payé par elle, c'est que dans ces cas-là, vous positionnez politiquement la chaîne, c'est contraire à la loi. Si vous n'êtes pas payé et vous êtes invité sur une chaîne, alors c'est que vous ne faites pas votre métier, mais vous êtes en train d'exercer une espèce de vocation militante. Étant moi-même militant depuis au moins 15 ans, je considère que c'est une chose très honorable, mais qui n'est pas tout à fait compatible avec les règles ordinaires. Je comprends pas. Pardon, je comprends pas. Je comprends absolument pas ce qu'il dit. Attendez. Et vous êtes positionné politiquement la chaîne. Ça, je comprends. Jusque-là, je comprends. Jusque-là, je comprends. Ce qu'il est en train de dire, c'est grosso modo, les chaînes ne doivent plus avoir d'éditorialistes maison qui prennent position, qui par leur prise de position, positionnent aussi la chaîne. Là, jusque-là, c'est clair. Donc là, ça vise Christophe Barbier pour BFM, Thomas Durand, je me trompe pas, hein, c'est Thomas Durand sur France Inter. Jusque-là, je comprends. Mais voilà, c'est Thomas Durand sur France Inter, je me gourre pas, je dis pas n'importe. Thomas Legrand, putain, j'étais sûr que je me gourais. Putain, moi et les noms, quoi. Voilà, donc là, il est en train de dire, mais attendez, Thomas Legrand, il est même plus sur Inter, il est sur... Je dis n'importe quoi, Thomas Legrand, il est sur Libé maintenant. Mais oui, il est sur Libé. Bon. Ah, Thomas Durand, c'est la tronche en biais, putain, c'est ça. Ça y est, moi, je confonds tout, hein. Je confonds tout. C'est qui Ah, il est... Non, Legrand, il est plus à Inter. Il y est toujours? Il en était parti. C'est Yael Gauze, voilà. Yael Gauze, voilà. Donc, grosso modo, je comprends le truc, c'est... Ah, vous me dites qu'il est sur les deux. Ok, il est revenu sur Inter, du coup, j'imagine. Bon, plus à la matinale. Ah, il a une émission le samedi. Ok. Donc, moi, jusque-là, ce qui vise, c'est les éditorialistes payés par la chaîne, qui, par leur position, positionnent la chaîne. Donc, effectivement, Thomas Legrand, époque France Inter, Yael Gauze, Christophe Barbier, BFM TV, ou Florian Tardif et quelques autres pour CNews. Jusque-là, je comprends. Jusque-là, je comprends. Je pense pas que je sois d'accord. Je pense que ça résout pas grand-chose. Et que en vrai, le problème, c'est que la frontière entre l'analyse politique et l'analyse partisane, elle est quand même... Tu vois, Yael Gauze sur France Inter, tu vois, typiquement, à ce compte-là, ma chronique sur France Info, est-ce que c'est un édito? Parce que moi, sur le papier, ma chronique à France Info n'est pas un édito. Ça n'est pas un édito, ça n'a pas le statut d'édito, je n'ai pas le statut d'éditorialiste, je ne peux pas dire ce que je veux, mon texte est relu et discuté avec la rédaction et c'est normal, et quand dans mon texte, il y a des endroits où justement on sent trop ma prise de position, de manière en tout cas trop explicite, la rédaction me le fait remarquer et j'ai absolument aucun problème à amender, précisément parce que je ne suis pas éditorialiste. Mais, donc pour moi, sur France Info, je suis chroniqueur, analyste de la vie politique. Mais en vrai, il y a beaucoup de gens qui considèrent que je suis un éditorialiste de gauche sur France Info. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et donc, ton texte est relu, bah, c'est normal. Enfin, sur les chaînes info, en tout cas,
à France Info, tu fais toujours relire ton texte, c'est normal, pour que la chaîne a une responsabilité éditoriale, elle ne peut pas laisser dire des dingues en son nom à l'antenne, donc c'est tout à fait normal, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Après, le jour où on te dit ça, tu peux pas le dire, et qu'on n'est pas capable de te donner un argument, et qu'en fait l'argument c'est politiquement c'est pas ok, là il y a un problème. Mais tant que tu fais relire ta chronique, que s'il y a un désaccord on en discute et que on trouve une solution dans la discussion, moi j'ai pas de difficulté. Le grand dimanche soir ils font pas relire, mais parce que c'est de l'humour et puis que c'est autre chose. C'est un autre statut. Quand tu as le statut de chroniqueur, analyste politique, c'est normal de faire relire ton texte. En tout cas, ça ne me choque pas. Donc voilà, typiquement, la frontière entre l'analyse politique, qui est importante parce que c'est aussi ce qui permet d'éclairer les auditeurs et les auditrices sur des enjeux, ou les téléspectateurs et téléspectatrices sur des enjeux, faire prendre conscience de comment bougent les plaques tectoniques politiques, donner du off. Enfin, tu vois, tu as des éditos politiques qui ne sont pas des éditos de parti pris, qui sont juste une sorte de décryptage de ce qui se passe en sous-main, avec parfois derrière une petite pointe de jugement de valeur. Mais ça, c'est ce qui donne le côté... soit qu'on aime, soit qu'on n'aime pas, mais quand on n'aime pas, on aime bien ne pas aimer, voilà. Donc c'est ça le truc, c'est effectivement, quand on entend certains éditorialistes balancer, parce que je comprends ce que dit Aurélien Saint-Toul, quand tu entends certains éditorialistes politiques te balancer leurs préjugés et leurs convictions politiques sans le moindre argument, en me disant mais bien sûr que LFI sont islamo-gauchistes, tu vois. Quand t'as un Christophe Barbier qui te balance ça, évidemment que t'es hyper agacé et que tu dis c'est pas possible. Donc je comprends ça. Mais la frontière entre l'éditorialiste qui balance son opinion et ses jugements de valeur sans les argumenter, le chroniqueur dans l'analyse duquel on peut sentir des valeurs mais qui l'argumente, et l'éditorialiste politique qui fait juste une analyse un peu froide de quels sont les équilibres des forces, la frontière entre les trois, elle est super ténue, tu vois. Elle est ultra ténue, et déjà là, ce que dit Aurélien Saint-Toul, je suis déjà pas pour. Parce que en fait, pour un Christophe Barbier, que tu vas retirer de l'antenne, et t'en seras très content, parce que tu dis, voilà, il passe son temps à balancer ses préjugés, il prend même plus la peine d'argumenter, il y a des jugements de valeur dans chaque phrase. Donc pour un mec comme ça que tu n'auras pas à l'antenne, tu vas aussi en avoir deux à côté qui, eux, faisaient de l'analyse politique tout à fait éclairante, parfois un peu malicieuse peut-être, tu vois, les Yael Gauz et compagnie, et qui vont se retrouver sortis de l'antenne parce qu'on va estimer qu'une ou deux de leurs chroniques auront été trop d'un côté ou trop de l'autre. Et ça, je pense que c'est pas un gain pour le débat public, tu vois. C'est pas un gain pour le débat public. Je pense que c'est dommage de... Ah putain, la pub, elle est chiante. La pub maintenant, elle est chiante. Je pense que c'est dommage d'avoir ça, de se priver de ça. Je pense que c'est pas une richesse, quoi. Bon, mais attendez, je vais écouter la suite parce que là, jusque-là, je le suis et je suis déjà pas d'accord. 2 minutes de pub. J'aime bien comment à chaque fois, vous me dites, mais du coup, ceux qui écrivent ça ne m'entendent pas. Comment à chaque fois, vous me dites, sur un ton de reproche, ouais, 2 minutes de pub. Les amis, il y a 3 minutes de pub toutes les heures. Voilà. En moyenne. Sur ce stream, il y a en moyenne 3 minutes de pub toutes les heures. uBlock Origin. Alors évidemment, si vous voulez bloquer les pubs, il y a des solutions. Je vous rappelle que la pub soutient aussi mon travail. Sachant que, encore une fois, j'attends pendant la pub. Donc la pub soutient mon travail gratuitement, j'ai envie de dire. Donc vous pourriez aussi, au contraire, retirer uBlock Origin et vous dire que voilà, j'attends pendant la pub, rien d'important n'est dit. Et si vous ne voulez absolument rien rater, bah, y a les abonnements. D'ailleurs, plein de gens à remercier. Putain, mais il y a beaucoup d'abonnements aujourd'hui, j'ai l'impression. Merci les amis, merci beaucoup. Floodin, je l'ai dit. Ghana, je l'ai dit. Rors, qui Prime, je l'ai dit aussi. Brixama, merci pour ton 5e Prime, merci beaucoup. Local Bull, 4e mois de Prime, merci mon cher. Lianis, incroyable, 22 mois. Lianis, on a parlé de ton site vendredi dernier, je crois que tu n'étais pas là, mais on l'a regardé ensemble. Bravo, 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 je sais que je t'ai pas répondu. Je sais, maintenant que je vois ton pseudo s'afficher, je me souviens que je te dois une réponse. Bah, je te le dis en live du coup. Je sais même pas si t'es encore là. Mais merci beaucoup et bravo, le site est chambé. J'ai vu ça. Ah, le site est vraiment chambé. Hein. Bravo, bravo. Pour le site et pour tout le reste. Merci Lianis. Kidou qui prime, merci beaucoup. Beniouche qui s'abonne, bienvenue. Jurégal qui prime, bienvenue.
Gréor Darugo qui prime et Pakavilavi, c'est ça? Ouais, Pakavilavi qui s'abonne 9e mois. Merci à toutes et à tous. uBlock ne bloque pas les pubs Twitch, elle passe par le flux depuis longtemps. Très bien, très bien. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Ça c'est ce qu'on veut. Merci Jurégal qui offre 5 subs. Merci 1000 fois. Merci beaucoup. Merci, merci. Combien? Voilà, il fait joujou évidemment. Le site tout neuf klemovic.com, il est beau. Il nous reste 29 secondes pour aller voir le site de Lianis. Hop. Regardez-moi ça, comment Lianis il a bien bossé. Incroyable, mais vrai. Hop. Il y a toutes les infos sur le spectacle, incroyable. Regardez-moi ces belles photos. Il y a le résumé. Tac. Alors là, on spoil. On spoil. Alors ça, c'est effectivement Le Monde dans un article. Un article qui était en partie malicieux. Mais avec quand même cette phrase dedans. Hein. Et ah tiens, ça c'est ça que je voulais dire, Lianis, mais je sais pas comment on peut faire. Je trouve que ça se voit pas assez bien parce qu'on est en blanc sur blanc. Donc je trouve que cette phrase-là, là, on la voit pas assez bien. Je sais pas comment on peut améliorer ça. On a une critique Télérama. Elle n'est pas publiée, elle n'est pas parue, mais on l'a. Elle paraîtra en septembre pour la rentrée du spectacle, parce que Télérama veut pas sortir la chronique tant que, enfin la critique, tant que le spectacle est pas revenu à Paris. Et il y a notamment cette phrase dedans. On a eu 3 T. On a eu 3 T sur Télérama. Plus qu'un spectacle, il nous offre une conférence d'une intelligence folle sur la manipulation des puissants. Nous rappelle à quel point les mots sont politiques et qu'en les vidant de leur sens, ils mettent la démocratie en danger. Brillant. C'est ce que Télérama a dit du spectacle. C'est cool quand même. C'est cool, on est content. Voilà, vous avez les dates de tournée. Il y en a beaucoup plus qui arrivent. Si vous voulez être tenu au courant, vous pouvez vous inscrire dans notre mailing list. Le livre, évidemment, bien sûr. Et regardez, c'est nous. Regardez. Inception, Twitchception. Et vous avez même un petit passage par Twitch. Voilà. Et puis les chroniques. Regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable. Ah. Merci, Banger. Merci, Banger. Merci, Lianis. Quel Banger. Putain, ça y est, j'oublie des mots. En même temps, on est en live depuis plus de 4 heures. Oui, pour la CPI, on en a déjà parlé. On a dit que c'était attendu, mais que c'est évidemment une très bonne chose. Mais c'était attendu, hein. Enfin, il n'y a pas de... Toutes les solutions que je trouve sont moches. Il faut que je lui demande pour voir ce qu'il peut proposer pour améliorer ça. Ok, ça marche. Je viens voir ton costume crème le 22. Trop bien, un cas particulier. Merci. Pour la première à Paris, enfin pour la première au Saint-Georges. Est-ce qu'il y aura des dates en 2025? Si ça a bien marché en 2024, oui. Grosso modo, si on remplit le Saint-Georges de septembre à décembre, on continue. Si on fait un fiasco au Saint-Georges, on s'arrête. Voilà. On a déjà optionné. Si ça continue, on sait où et comment. Mais il faut que ça marche. Donc voilà, pour l'instant, concentré sur le Saint-Georges. Concentré sur le Saint-Georges. En vrai, je pense que le Saint-Georges, c'est un excellent endroit où venir voir le spectacle. Je pense vraiment. Parce que c'est un grand théâtre, on va gagner en ampleur, il y aura plus de puissance qu'au Le Pic. Moins d'intimité forcément, mais plus d'ampleur, plus de puissance. Mais, alors c'est pas une promesse, mais avec un peu de chance, il faut qu'on fasse des tests. Avec un peu de chance, j'ai la voix suffisante pour faire les représentations sans micro. Et ça, c'est banger. Ça, c'est vraiment le bon équilibre, quoi. Le théâtre, il est grand, on sera nombreux. Il y aura un truc genre un peu vibrant qu'on n'avait pas forcément au Le Pic. Le Pic, c'était plus intimiste. Après, c'était bien aussi, hein. C'était assez cool. C'était même super de vivre ça. Je suis super heureux de l'avoir vécu. Là, on sera dans un truc plus d'ampleur. Mais peut-être toujours du théâtre sans micro. Et ça c'est quand même ça a une autre saveur, quoi. Ça a une autre saveur. On verra. Allez, je reviens sur Aurélien Saint-Toul. Bon, donc là, on a vu que déjà, sa première proposition, je serai à la première. Ah, merci les amis, merci pour tout. On a vu que sa première proposition, qui est de interdire la fonction d'éditorialiste, c'est déjà discutable, quoi. Déjà, il y a des frontières qui sont pas claires, qui sont pas faciles à définir.
Et moi, je pense qu'en voulant bien faire, c'est-à-dire en voulant grosso modo ne plus avoir Christophe Barbier à l'antenne, il va aussi se priver d'analystes du jeu politique qui sont tout à fait éclairants pour le débat public. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, c'est la suite, là, où je ne comprends pas ce qu'il dit. C'est contraire à la loi. Si vous n'êtes pas payé et vous exposez son opinion. Si vous avez d'une carte de presse, c'est une absurdité totale, mais au sens où le fait de disposer d'une carte de presse ne donne pas un droit spécifique à exposer son opinion. Là, déjà, il dit deux choses différentes. Il dit d'une part, si tu es journaliste payé par la chaîne, tes paroles engagent la chaîne, et en vrai, ça, pour le coup, je pense que c'est un bon point. C'est quelque chose, en tout cas, c'est un argument auquel il faut réfléchir. Le deuxième point, le fait de disposer d'une carte de presse ne te donne pas un droit d'exposer ton opinion. Honnêtement, cette phrase, elle est un peu con. En fait, elle est un peu con. Parce qu'en fait, disposer d'une carte de presse ne te donne pas non plus... Enfin, tu vois, disposer d'une carte de presse ne te donne pas moins le droit d'exposer ton opinion. Et en fait, croire qu'il suffit d'avoir une carte de presse pour être audible sur les grands médias télévisuels, c'est vraiment... Enfin, l'immense majorité des journalistes qui bossent en chaîne info et qui ont une carte de presse n'auront jamais accès à un micro. L'immense majorité des journalistes qui bossent en chaîne info et qui ont une carte de presse n'auront jamais accès à un micro. Donc pour moi, avoir une carte de presse, ça te donne ni plus ni moins le droit de t'exprimer que si tu n'en avais pas. Je vois pas en quoi c'est un critère. Si vous êtes éditorialiste d'une chaîne, que vous êtes payé par elle, c'est que dans ces cas-là, vous positionnez politiquement la chaîne, c'est contraire à la loi. Si vous n'êtes pas payé... Alors voilà, donc là c'est la deuxième partie de la phrase que je ne comprends pas. Dans ces cas-là, vous positionnez politiquement la chaîne, c'est contraire à la loi. Si vous n'êtes pas payé et vous êtes invité sur une chaîne, alors... Si vous n'êtes pas payé et vous êtes invité sur une chaîne. Donc là, il parle bien. Là, il parle bien des invités que tu as autour de la table et qui prennent position et qui expriment une opinion. Donc là, si vous êtes invité, donc là, il parle bien de Rokhaya Diallo, Yvan Rioufol... Alors, c'est que vous ne faites pas votre métier, mais vous êtes en train d'exercer une espèce de vocation militante. Étant moi-même militant depuis au moins 15 ans, je considère que c'est une chose très honorable, mais qui n'est pas tout à fait compatible avec les règles ordinaires de l'expression des journalistes. En fait, qui n'est pas compatible avec les règles ordinaires de l'expression des journalistes. Mais justement, les gens ne sont pas journalistes, donc je ne vois pas en quoi ils seraient soumis aux règles d'expression des journalistes. Et surtout, on va écouter la suite, hein. Et surtout, en fait, grosso modo, la proposition d'Aurélien Saint-Toul, elle aurait pour conséquence de réserver l'expression politique aux membres des partis politiques. Ça veut dire que grosso modo, soit tu es membre d'un parti et tu peux être invité pour donner ton opinion sur ce que tu veux parce que tu es membre d'un parti politique, soit tu ne l'es pas et là, faut que tu sois expert. Mais tu peux pas dire ça, en fait. C'est impossible. C'est impossible de dire les hommes politiques, enfin, les membres d'un parti ou d'une association sont invitables pour parler de tous les sujets. Eux, ils sont légitimes à le faire. En revanche, si tu n'es pas membre d'un parti politique ou d'une association, alors il faut que tu sois expert de ton sujet, sinon tu n'as pas la parole. C'est pas défendable, en fait. C'est pas défendable. Ou alors, sinon, tout le monde adhère. Tout le monde, enfin... Attendez, j'écoute la suite. Voilà. Je peux éventuellement compléter sur ce sujet si vous y êtes intéressé. Voilà. Il y a donc 47 propositions. Je ne vais pas les passer toutes en revue. Je me tiens à votre disposition. Le rapport a été rendu public il y a quelques... Je comprends rien. Je comprends rien à ce qu'il dit. Attendez. J'imagine qu'il va y avoir des questions là-dessus. Oui. Alors. Alors, attendez. Ok, ils reviennent bien sûr. Qui est-ce qui parle ici? Une proposition de loi transpartisane. Je considère que
Elle ne serait pas assez riche probablement, mais en tout cas, on pourrait aller dans le bon sens. Donc, je donne satisfecit à Quentin Bataillon qui a pris bonne note de ce qui a été dit en commission et nous retombons sur nos pattes. Et contrairement à ce qu'il dit, vous voyez, les licences. En fait, il parle quand il dit vous exercez un magistère de la parole, là il vise soit vous n'êtes pas payé par la chaîne. Sa phrase elle est claire, hein. Soit vous êtes payé par la chaîne. En fait, ce qu'il dit grosso modo, ce qu'il dit c'est personne n'est légitime à donner juste une opinion parce que soit tu es payé par la chaîne et dans ce cas-là ta parole engage la chaîne et tu n'as pas à donner ton opinion. À la limite, ça c'est audible. Soit, et c'est ce qu'il dit après, soit vous n'êtes pas payé par la chaîne, donc vous n'exercez pas votre métier. Bon, ça déjà, cette phrase c'est très bizarre. Donc soit vous n'êtes pas, cette phrase en elle-même, on ne sait pas pourquoi il y a ça. Soit vous n'êtes pas payé par la chaîne, donc vous exercez une sorte de magistère de la parole et vous n'avez pas à vous exprimer non plus. Donc grosso modo, il te dit, si tu es payé par la chaîne, en fait, ta parole engage la chaîne et donc tu n'as rien à faire là. Si tu n'es pas payé par la chaîne, tu exerces un magistère de la parole, tu n'as aucune légitimité à parler, tu n'as rien à faire là. Donc ça veut dire, moi je suis désolé, hein, je ne comprends pas autre chose que les seuls légitimes à s'exprimer sont soit les hommes politiques, qui sont militants politiques et qui assument une opinion, une position politique, soit les chercheurs et les experts. Après, je comprends, tu as ce truc de, en fait, dans sa tête, ou les journalistes, non, les journalistes, ils n'ont pas le droit de prendre position, il te le dit. Les journalistes, ils ont un propos journalistique. J'ai dit les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, vous avez raison. Mais un militant n'est pas forcément politique. Oui, mais tu vois, c'est un gros problème. C'est-à-dire que, en fait, il suffit que tu adhères à un espèce de micro-parti. Tu vois le déséquilibre. En fait, grosso modo, ça veut dire que si tu as adhéré à un parti politique, quel qu'il soit, y compris un truc groupusculaire qui s'appelle Viva Démocratie et où c'est un parti où tu es pour la démocratie, tu vois. Un truc complètement fantoche. Si tu adhères à un parti politique, ta parole elle est libre, tu peux dire ce que tu veux sur tous les sujets. Sinon, il faut que tu sois expert d'un sujet pour parler sur ce sujet et le reste du temps, tu fermes ta gueule. Mais en fait, c'est vraiment une énorme barrière à la liberté d'expression. Énorme barrière. Et ça n'empêchera pas, ça n'empêchera pas les membres de Reconquête. Vous dites, il veut réduire la fenêtre d'Overton. Mais les amis, la fenêtre d'Overton aujourd'hui, c'est Reconquête qui l'ouvre. Donc, et puis c'est quoi un expert? Alors attendez, on va l'écouter. Peut-être qu'il explicite. Le dissensus n'est peut-être pas si... voilà. Et contrairement à ce qu'il dit, vous voyez, le dissensus n'est peut-être pas si profond que certains pouvaient l'imaginer. Une question à propos des éditorialistes. Parce que c'est la question sur les éditorialistes. Vous semblez avoir une vision à l'anglo-saxonne, séparation de l'information et du commentaire, de l'opinion et de l'information. Or, vous savez très bien que, notamment dans les médias audiovisuels, on peut exprimer aussi une opinion à travers une couverture strictement d'information. Oui, absolument. Quand on martèle sur la sécurité ou quand on fait des pacotouases comme à une certaine époque, on a une vision finalement. Ok, donc là, ce qu'on lui dit, c'est le problème, c'est que l'opinion d'une chaîne d'info, elle passe pas seulement par l'éditorialiste, elle passe aussi par le traitement éditorial de l'info. Et donc, en fait, tu fais parfois plus passer des idées et de l'influence, et ce qui est tout à fait vrai, hein, la question est bonne. Tu fais en fait beaucoup plus passer, peut-être pas plus, mais tout autant passer ton opinion et ton influence par le choix des sujets et la manière de les cadrer que par les personnes qui s'expriment explicitement sur ton plateau. Mais je trouve que votre question est excellente parce que dans les propositions, moi j'ai repris une des suggestions de RSF qui est de dire, de demander aux chaînes de préciser une charte éditoriale. Je vous ai dit qu'il y avait une confusion entre ligne éditoriale et ligne politique et qu'elle venait probablement de la transposition. Je vais aller voir le rapport. Rapport TNT. Il doit être disponible, j'imagine. Le rapport sera rendu public ce mardi. Ah voilà, je l'ai. Assemblée nationale. Ok. Compte rendu des réunions, archives des réunions, rapport d'enquête.
Publié le 7 mai. What the fuck. Ah oui, ok, il a été rendu le 14, mais publié le 7. Très bien. Rapport Aurélien Saint-Toul. Impeccable. Est-ce qu'on peut l'avoir en version PDF? On peut l'avoir en version PDF. Oh non. Il me l'a ouvert avec Acrobat. Putain, j'ai envie de mourir. Bon. On va dire que ça ira. Ah oui, mais... Ah, zut. Pardon. J'ai cliqué une fois de trop. Putain de Acrobat de merde. Pardon. Non mais là c'est en blanc, ça va être horrible, on va rien voir du tout. Bon. Tant pis. Allez, nique. Hop. Alors. What the fuck. Il n'y a pas éditorialiste sur la... C'est quoi les recommandations? Elles sont où? Elles sont où les recommandations? Contribution, examen. Attendez. Pourquoi éditorialiste? J'ai rien. Ok. Proposition à titre personnel du rapporteur numéro 3. Ah, d'accord, très bien. Merci, bien wesh. Bon, bah du coup, il faut vraiment que je me casse de cette... Alors. Putain. Putain, c'est fou. Là, bon, bref, on s'en fout. Alors, c'est reparti. Rapport TNT. Hop. Commission d'enquête. Alors, c'est où? Rapport d'enquête. Le rapport. Audition. Agenda. Le rapport d'enquête. Dont 9 à titre personnel. Mais pourquoi elles apparaissent pas? C'est fou ça. Pardon, hein. Ah, attendez. Ok, c'est bon. Contribution des membres, proposition des députés membres de la majorité, contribution. Putain, je galère. Hein. Je galère. Bon, je suis redessus, mais là, c'est un peu mieux. Alors. Contribution des membres de la commission d'enquête. C'est ça? Non. Non, absolument pas. Personne auditionnée. Ok, là, on est dans les notes. Très bien. Ah putain, comment je fais pour remonter tout en haut? Ah, je suis vraiment une vieille personne. Hein. Je suis vraiment une vieille personne, mais je ne trouve pas. C'est fou. Ah, je l'ai, proposition à titre personnel. Autant pour moi. Attendez. Attendez, c'est tout? Attendez, c'est tout? Alors. Interdire la diffusion de programmes de jeunesse, très bien. Source de financement dynamique. Ah, ok. C'est tout? Il n'y a que ça. Il ne dit que ça. Renoncer à la fonction éditorialiste. CTRL F avec édito. Bah, c'est ce que j'ai fait. Ah! Ok. Alors. Ah, ok. Je l'ai. Pour le rapporteur, la fonction d'éditorialiste propre à la presse écrite d'opinion ne devrait pas trouver sa place sur la TNT où le pluralisme interne est une obligation prévue par la loi. Lors de son audition, Madame Marie-Christine Saragosse, présidente de France Média Monde, a montré qu'il était possible d'alimenter le débat public et d'informer au mieux les téléspectateurs en ne recourant pas à ce type d'intervention. Nous employons plutôt des chroniqueurs sur France 24.
Leur mission consiste à décrypter une situation complexe. Chaque être humain est subjectif. Ouais, mais la frontière entre chroniqueur et éditorialiste... Chaque être humain est subjectif, je ne crois pas à la neutralité absolue. En tout cas, personne ne peut être parfaitement neutre en permanence. En revanche, la présence de plusieurs chroniqueurs permet de proposer des analyses différentes et complémentaires. La dimension éditoriale est plutôt assurée chez nous par les invités, les politiques mais aussi les experts qui peuvent militer dans un domaine. L'information n'est pas une science exacte et nous nous plantons parfois, mais nous essayons de distinguer le travail journalistique d'exposition des faits, souvent on ne sait pas ce que pense le journaliste, du débat qui permet d'opposer les points de vue. Nous tâchons d'éviter les débats trop radicalisés. Assez de tensions traversent le monde, nous cherchons à expliquer, non à en rajouter. Le rapporteur ne peut que souscrire à cette démarche, rétablissant le rôle de l'expert, c'est-à-dire celui qui a une compétence ou un titre pour s'exprimer, et du responsable élu politique ou responsable syndical et associatif sur les plateaux de télévision. Pour moi, là, je suis vraiment pas convaincu. Je suis vraiment pas convaincu. En fait, ce que dit Marie-Christine Saragosse, c'est que, grosso modo, ils n'ont pas d'éditorialiste maison. Ils n'ont pas un Christophe Barbier. Ils n'ont pas un Christophe Barbier, ils n'ont pas un Yael Gauze, tu vois. Ils ont juste, eux, des chroniqueurs qui vont faire de l'analyse sans point de vue. Alors déjà, la différence entre les deux, alors là, bah, je suis l'exemple vivant de l'impossibilité, en réalité, de faire la différence entre les deux. Puisque pour certains me voient comme un chroniqueur analyste rigoureux et d'autres me voient comme un dangereux militant, tu vois. Donc qui va dire ce qui est du ressort de l'expression d'un point de vue et ce qui est du ressort de l'expression d'une analyse, je sais pas. Et d'ailleurs, en réalité, moi, ma position, c'est qu'il n'y a pas d'analyse sans point de vue, en réalité. Donc déjà là, je trouve que c'est pas applicable. Déjà là, je trouve qu'en fait... que France Média Monde, que France 24 s'impose, en fait, que ce soit la ligne éditoriale de France 24. C'est-à-dire qu'eux disent, bah voilà, nous, on essaye de faire ça. Bah, je veux bien, c'est leur ligne. Derrière, ils sont seuls juges de où ils mettent la frontière, il n'y a pas de problème. Mais si tu commences à mettre ça dans la loi, comment tu la fais respecter? Ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens. Donc, déjà, mais ensuite, elle, ce qu'elle dit, grosso modo, elle dit bien, la dimension éditoriale est plutôt assurée par les invités, les politiques, mais aussi les experts qui peuvent militer dans un domaine. Donc elle, grosso modo, ce qu'elle te dit, c'est on est OK pour avoir autour de la table des gens invités qui ne s'expriment pas au titre de la chaîne et qui, eux, peuvent prendre la parole. Alors elle dit on cherche plutôt à avoir des politiques ou des experts. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est une ligne éditoriale. Déjà, d'une part, la différence, enfin, la frontière de qu'est-ce qui fait que tu es un expert et qu'est-ce qui fait que tu ne l'es pas, mollo Kaira, tu vois, faut pas utiliser cette expression, elle est pas ouf. Mollo, déjà là, c'est l'ouverture d'une boîte de Pandore, parce que comment tu fais la différence entre un authentique expert, un authentique spécialiste et quelqu'un qui ne l'est pas? Je vous rappelle que certains des pires climato-sceptiques s'expriment au nom d'un diplôme universitaire qui pourrait les qualifier comme climatologues. Idriss Aberkan, c'est un bon exemple, s'exprime sur absolument tous les sujets en disant n'importe quoi, il a 3 doctorats. Enfin bon, et on pourrait continuer comme ça longtemps. Enfin, je veux dire, le nombre de cas d'ultracrépidarianisme, d'experts, en fait, le nombre de cas d'ultracrépidarianisme, de chercheurs ayant un diplôme universitaire qui en viennent à dire n'importe quoi sur un sujet, c'est complètement fou. Sauf que le chercheur, comment tu vas dire sur quoi il est légitime et sur quoi il ne l'est pas? Tu vois, t'as quelqu'un... Tu vois, moi, par exemple, sur le papier, je n'ai aucune expertise en rhétorique. Moi, je suis un docteur en sciences politiques. J'ai pas fait d'études de lettres. J'ai pas un diplôme de lettres. J'ai fait un doctorat en sciences politiques. J'ai travaillé sur le Parlement. Mon expertise sur la rhétorique, je l'ai acquis dans le cadre de mon doctorat. Je pense que personne ne me la déniera. Mais s'il faut que je la prouve, bah aujourd'hui, j'ai écrit le livre. Mais tu vois, avant d'avoir écrit mon bouquin, comment je le prouvais? Donc déjà, d'une part, en fait, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Entre ceux qui se disent experts et qui disent absolument n'importe quoi parce que le titre n'a plus aucun sens, ceux qui ont le diplôme mais qui en fait s'aventurent en dehors de leur champ de compétences et disent n'importe quoi, et ceux qui n'ont pas un diplôme pour sanctionner leur expertise mais qui en réalité ont acquis une expertise réelle, parce qu'il y en a aussi.
Il y en a aussi. Des gens qui n'ont pas le diplôme pour montrer leur expertise, mais qui ont acquis cette expertise. Déjà, là, comment tu fais la différence entre tout ça et qui va être chargé de faire appliquer cette frontière? Déjà, là, c'est vraiment impossible. Mais surtout, que France 24 décide de s'imposer cette ligne éditoriale. Bon, bah voilà, c'est leur ligne éditoriale, ils ont décidé ça, ils sont responsables du tri, ils sont responsables de la sélection, et puis voilà, c'est la ligne éditoriale de la chaîne, il n'y a pas de problème. Bon, moi-même, dans mon émission Lueur, j'ai dit que je voulais inviter des gens qui sont experts du sujet sur lequel ils s'expriment. Et qui est responsable de cette qualité? C'est moi-même. Je vous rendais compte à vous, c'est moi qui ai choisi ma ligne éditoriale. Mais là, Aurélien Saint-Toul, il veut en faire une loi. Il veut faire passer ça dans la loi, c'est-à-dire qu'il veut mettre dans la loi le fait que, plus d'éditorialistes sur les chaînes info. Encore une fois, comment tu fais la différence entre l'éditorialiste et l'analyste ou le chroniqueur? Bon courage. Et 2, tu ne peux plus t'exprimer que si soit tu as un mandat politique, syndical ou associatif, soit tu es un expert du domaine. Et alors là, qui va être chargé de prendre la décision? Qui va être chargé de trier les experts et ceux qui ne l'ont pas? L'Arcom? C'est-à-dire que tu vas avoir l'Arcom qui va venir te dire, l'Arcom va venir voir Rokhaya Diallo et lui dire, non, en fait, vous pouvez plus vous exprimer. Pardon, vous n'êtes pas une responsable syndicale, vous n'êtes pas une élue, vous n'êtes pas une experte, donc terminé pour vous. Enfin, c'est complètement fou, en fait. En fait, c'est complètement fou, c'est-à-dire que tu deviens un citoyen de seconde zone. C'est-à-dire, là, t'imagines, en fait, on est en train de recréer des privilèges. C'est-à-dire, soit tu es responsable politique, et alors là, tu as le privilège de donner ton avis sur tous les sujets, partout, autant que tu le veux, soit tu es citoyen sans mandat et sans expertise, et tu n'as plus accès au micro. Alors, on est d'accord que c'est déjà... En réalité, c'est déjà le cas aujourd'hui. Il y a déjà, on va pas se mentir, il y a déjà un énorme tri à l'entrée. Les médias sont déjà des gatekeepers. C'est déjà très dur pour ce qu'on appelle en sciences politiques des citoyens ordinaires. Le mot est un peu choquant, mais c'est un concept de sciences politiques. C'est déjà très dur pour les citoyens ordinaires d'accéder à la parole. Mais il y en a qui y arrivent, justement. Il y en a qui y arrivent. Il y en a qui y arrivent. Ah, voilà, tu le dis. Non, mais je l'ai dit il y a une heure. Mais bon. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, c'est déjà dur. Mais il y en a qui y arrivent. Et on voit des citoyens dits ordinaires accéder à la parole publique et devenir audibles, entendus. On l'a vu au moment des Gilets jaunes, avec tout d'un coup plein de citoyens et de citoyennes qui réussissaient à avoir accès aux médias et qui pouvaient s'exprimer. Donc, vouloir... Pas d'accord, qu'est-ce qui fait que Barbie et toute sa famille ont le droit d'être sur ces chaînes? Mais en fait, c'est pas qu'ils ont pas le droit d'être sur ces chaînes, juste ils y sont. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une barrière à l'entrée et qu'il y a une véritable inéquité. En plus, vous allez pas, on va pas à moi me faire ce procès-là. Je ne fais que militer précisément pour l'élargissement du débat public et la participation des citoyennes et des citoyens dans le débat public. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis pas qu'il n'y a pas de problème. En fait, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Le problème, c'est effectivement qu'aujourd'hui, vous avez une aristocratie d'éditorialistes qui ont le droit de dire tout et n'importe quoi, et l'immense majorité des citoyennes et des citoyens qui, eux, n'ont pas accès à la parole. Donc, ce problème-là, il est réel et il faut le résoudre. Mais il ne se résout pas, je crois, en faisant passer dans la loi une distinction, en fait, en faisant passer dans la loi une distinction vis-à-vis de la liberté d'expression. C'est-à-dire que tu crées plusieurs types de citoyens ayant chacun des légitimités à s'exprimer différentes. C'est-à-dire, si ça ne vous choque pas... En fait, je n'arrive pas à comprendre comment ça ne vous choque pas. En fait, voilà, je n'arrive pas à comprendre comment ça ne vous choque pas. On est en train de créer... Là, la proposition d'Aurélien Saint-Toul, c'est de créer par la loi plusieurs catégories de citoyens ayant des droits différents. Les élus qui ont une compétence générale, c'est-à-dire les élus qui
par la grâce de leur élection, ou les responsables associatifs, ou les responsables syndicaux, qui, par la grâce de leur élection, peuvent s'exprimer sur tous les sujets. Donc les membres du syndicat Alliance, syndicat de policiers, les membres d'une micro-association fantoche, les élus municipaux d'un parti que tu ne connais pas, tu vois, d'un parti divers droite, bah eux, ils peuvent aller sur les plateaux et dire ce qu'ils veulent sur ce qu'ils veulent. Ils ont une compétence générale d'expression. En dessous, tu as les experts. Les experts, eux, ils ont le droit de s'exprimer, mais seulement sur les sujets dont ils sont experts. Et en dessous, tu as les citoyens ordinaires qui, eux, parce qu'ils ne sont ni élus, ni responsables associatifs, ni responsables syndicaux, ni experts d'un sujet, eux n'ont légalement pas le droit de s'exprimer dans les médias télévisuels. Donc tu crées, à l'égard des débats télévisuels, 3 ordres de citoyens dont, comme par hasard, alors c'est là où en plus, comme par hasard, au sommet de tout ça, tu as le politique. C'est-à-dire que là, moi j'y vois même en plus cette espèce d'ivresse mégalomane du politique qui, parce qu'il est élu, pense qu'il est au-dessus des autres, quoi. Non, moi je suis élu. Moi je suis élu, donc j'ai le droit de m'exprimer. Mais c'est dingue. On est d'accord qu'il y a un problème. On est d'accord que dans la structuration du champ médiatique, il y a un problème et que les citoyennes et les citoyens n'ont pas suffisamment accès à la parole. Je suis d'accord avec vous. Mais là, le remède est pire que le mal. C'est-à-dire que grosso modo, soit tu fais partie de la noblesse citoyenne et tu peux venir sur BFM dire ce que tu veux devant des centaines de milliers de personnes, soit non et gueule sur Twitter. Alors, on est d'accord que c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. C'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. Mais entre une situation de fait qu'il faut résoudre et faire rentrer cette situation dans la loi, soit, entre-temps, tu t'es débarrassé de Christophe Barbier. C'est vrai. C'est vrai. Mais je crois que le prix à payer pour plus avoir Christophe Barbier, il est quand même salé. Hein. Il est quand même salé. Non, c'est n'importe quoi. Non, pardon. Pardon, c'est n'importe quoi. En tout cas, moi, je trouve ça n'importe quoi. Je trouve que c'est inapplicable, que ça implique d'être capable de tracer des frontières. En fait, c'est inapplicable. Ça implique d'être capable de tracer des frontières qui sont impossibles à tracer entre éditorialistes et chroniqueurs, éditorialistes et analystes. Où est-ce que tu mets la barre ? Qui est d'un côté, qui ne l'est pas ? Bien malin celui qui saurait le dire. Derrière, c'est cette espèce de fantasme que, en plus, c'est même pire que ça. C'est-à-dire que derrière ça, il y a même en plus une espèce de fantasme du journaliste qui informe et qui informe sans se laisser influencer par sa vision personnelle. Et en réalité, moi, ma position, c'est de dire le contraire. En fait, là, et même c'est marrant parce qu'en fait, Aurélien Saint-Toul, il se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire que grosso modo, ce qu'il dit, c'est qu'il dit « Je veux la fin du journalisme militant ». Alors qu'il devrait dire le contraire, « Il n'y a de journalisme que militant ». En fait, c'est ça, c'est Aurélien Saint-Toul dit « Je veux la fin du journalisme militant », alors qu'il devrait dire « Il n'y a de journalisme que militant ». C'est-à-dire que quand tu es journaliste, tu n'existes pas in abstracto, tu ne t'exprimes pas dans le vide spatial. Quand tu parles à partir d'un point de vue, tu parles à partir de valeurs, tu parles à partir d'idées, d'expériences qui te traversent et qui vont influencer ta manière de prendre position, de faire des analyses, de poser des questions, de traiter l'information, de rédiger tes brèves. Bref, il n'y a de journalisme que militant. Et pour moi, le combat d'Aurélien Saint-Toul, ça devrait plutôt être celui de faire reconnaître que Léa Salamé et Christophe Barbier ne sont pas moins militants que Salomé Saké ou Taha Bouaf à l'époque. Taha Bouaf, souvenez-vous, que l'on accusait systématiquement d'être journaliste militant, ce qu'il ne daignait pas. Mais c'était quand même bien cocasse de voir un Christophe Barbier, on fait difficilement plus militant que lui, il a dit lui-même qu'il était macroniste, ou plutôt, c'est Macron qui est barbiériste. Donc tu vois, c'est quand même cocasse de voir un Christophe Barbier critiquer Taha Bouaf pour être un journaliste militant. Donc pour moi, en fait, derrière cette idée
chez Aurélien Saint-Toul, il y a cette espèce de fantasme de on veut revenir à un journalisme télé objectif qui est fantasmatique. Alors qu'il faut plutôt reconnaître que le journalisme est toujours militant par définition, parce qu'il part d'un point de vue, parce que ne serait-ce que choisir quel sujet tu traites en premier, à quel sujet tu donnes voix au chapitre et à quel sujet tu laisses de côté, c'est déjà en fait un biais militant, ce choix. Donc déjà, la frontière entre éditorialiste, c'est pas bien, et chroniqueur analyste, ça c'est acceptable, cette frontière, elle est fantasmatique, elle est impossible à tracer, et elle laisse avoir une conception du journalisme qui pour moi est une conception erronée. Ensuite, pour les experts, comment tu vas faire le tri entre qui est expert, qui ne l'est pas, qui est légitime, qui ne l'est pas, qui est expert sur quel domaine et qui ne l'est pas, comment justifier de ton domaine d'expertise, vas-y, bon courage. Et enfin, sur le fond, si légalement tu fais rentrer ça dans la loi, tu crées plusieurs ordres de citoyens ayant une liberté, tu crées plusieurs ordres de citoyens n'étant pas égaux vis-à-vis... Voilà, tu crées plusieurs ordres de citoyens n'étant les uns et les autres pas égaux vis-à-vis de la liberté d'expression. Ouais, je crois que c'est pas le truc le plus intelligent qu'il ait dit, hein, pardon. Pardon, mais je crois que... Pardon, moi j'aime bien Aurélien Saint-Toul, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je crois que c'est pas le truc le plus intelligent qu'il ait dit. Bon, on fait un sondage. Maintenant que je vous ai dit ce que moi j'en pensais, je veux savoir ce que vous en pensez. Je fais le sondage, gérer les sondages. Alors, nouveau sondage. Question. La proposition de Saint-Toul. Qu'est-ce que je fais comme réponse? Oui. Bonne proposition. Non. Mauvaise proposition. Non, tiens. Je vais faire mieux. Est-ce que vous votez la proposition de Saint-Toul? Oui. Non. Ne se prononce pas. Allez, c'est parti. Durée du sondage, 1 minute. Faut voter vite. Hop. Le sondage est biaisé après avoir entendu tes arguments. Bah non. On a été voir les arguments d'Aurélien Saint-Toul. Je vous ai donné mes arguments. Voilà. Obi-Wan Kenobi. Que dit le sondage? Ah, vous êtes quand même 14% à voter. 20% à ne pas se prononcer. Mais on n'a pas compris les arguments de Saint-Toul. Ah bah, écoutez, on a été l'écouter. En commission, à l'Assemblée nationale. Et j'ai été chercher son rapport. Alors après, je peux continuer. Ok. Bah, du coup, voilà. Attendez, là, il en parle beaucoup, là. La façon de respecter la loi et de respecter les obligations. Dans le cas des éditorialistes, il y a moins vous êtes quand même... qu'un directeur de chaîne se faciliterait la tâche en disant en fait, j'ai pas besoin d'éditorialiste, parce qu'un éditorialiste, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de micro-trottoir sans cesse renouvelé en direction d'une personne qui a pour caractéristique d'avoir une carte de presse. Mais avoir une carte de presse et un avis, tout le monde, d'une certaine façon, à peu près tout le monde pourrait. Ouais, mais là, pourquoi est-ce que ça marche plus? Pourquoi est-ce que ça bug? Mais là, encore une fois, là, il est en train de parler de la fonction d'éditorialiste, mais il parle pas des invités type Yvan Rioufol et compagnie. Vous êtes tous ici journalistes et vous...
Pourquoi est-ce Vous n'êtes que... pas tous ici éditorialistes. Pourtant, vous n'êtes pas moins compétents que les éditorialistes qui ça marche pas, hein presque quotidiennement sur certaines chaînes d'information. Donc, je ne vois pas de privilège à donner aux détenteurs d'une carte de presse qui s'appellerait éditorialiste. Je vois plus de problèmes, en fait, à multiplier leur prise de parole. Et je crois que c'est une solution de facilité, voire un biais déguisé pour faire exprimer des opinions qui sont conformes à ce que la C'est vrai qu'il ressemble un peu à Zerator, hein, c'est pas faux. chaîne défend, plutôt qu'une façon de promouvoir une information honnête. Encore une fois, qu'est-ce qui caractérise les éditorialistes? C'est leur façon d'utiliser le verbe devoir et le verbe falloir. Vous allez trouver très facilement beaucoup d'éditorialistes qui commencent en disant « il faut faire ceci ». En fait, là, il parle des éditorialistes, il parle pas en fait des polémistes sur les plateaux. Mais en fait, tout à l'heure, il disait soit vous êtes invité, mais vous n'êtes pas payé par la chaîne. Donc là, il mélange trop de trucs. Honnêtement, c'est pas clair, hein. C'est vraiment pas clair, hein. On doit faire cela, le gouvernement doit se... Bon, ok, moi je passe ma vie à dire ce que le gouvernement doit faire, sauf que j'ai un mandat pour ça. Des gens m'ont fait confiance, j'ai été élu. Donc si les éditorialistes veulent se jeter dans l'arène politique... Ah ouais, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, si t'es élu, t'as le droit à la parole, sinon non. Donc c'est vraiment, il veut un privilège de la parole pour les élus. Ah, c'est chaud, hein. Bah, très bien qu'ils assument, mais sinon on a un problème, ils ne sont pas dans une fonction d'information. Il veut vraiment un privilège d'expression pour les élus, quoi. C'est l'idée que si t'es... on en revient à ce que je disais, hein. Vous voyez que j'ai pas déformé sa pensée. Il veut vraiment plusieurs ordres de citoyens. Les élus qui ont une compétence d'expression générale, et peu importe si on a quand même, par le passé, ça n'est pas ce que j'ai compris, bah, c'est ce qu'il vient de dire là. C'est ce qu'il vient de dire. Alors, attendez, je regarde s'il y a d'autres... Ah. Attendez, je reprends ce qu'il a dit. De toute façon, j'ai le texte sous les yeux. Ok, il dit, encore une fois, qu'est-ce qui caractérise les éditorialistes? C'est leur façon d'utiliser le verbe devoir et le verbe falloir. Beaucoup d'éditorialistes commencent en disant il faut faire ceci, on doit faire cela, le gouvernement doit faire ça. Bon, ok, moi je passe ma vie à dire ce que le gouvernement doit faire, sauf que j'ai un mandat pour ça, des gens m'ont fait confiance, j'ai été élu. Donc si les éditorialistes veulent se jeter dans l'arène politique, bah très bien qu'ils assument. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment, quand tu es un homme politique, tu as un droit d'expression général. Quand tu es élu, hein, c'est même pas un homme politique, c'est quand tu es élu, tu as un droit d'expression général. Mais sinon, tu fermes ta gueule. Il a raison. Bah dis donc. Après, vous avez le droit d'être convaincu par lui, hein. Vous avez le droit d'être convaincu par lui. Mais je crois que c'est vraiment une très 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 mauvaise solution à une vraie question. Attendez, là il en reparle. Sur certaines chaînes d'information, de mettre face à face deux éditorialistes, décision du Conseil d'État. Mais pour dire les choses simplement, rappelez-vous, il y a eu une époque où on était capable, sur certaines chaînes d'information, de mettre face à face deux éditorialistes qui n'étaient pas de la maison, à l'origine, j'imagine qu'ensuite ils étaient payés. Incroyable! Salut les beaux gardiens! Ah, vous êtes nombreux, vous êtes 1000, vous êtes littéralement 1000. Salut le raid, salut les amis, c'est sympa de venir nous voir. Merci Ken, merci pour le raid, incroyable mais vrai. Ah Ken, je suis tes aventures cyclistes sur Instagram, c'est fascinant. C'est fascinant, ces gens qui font leur déménagement avec un vélo. Moi, ça me dépasse, mais ça force mon admiration. Bienvenue les beaux gardiens. Alors pour les roublards et roublardes qui ne connaîtraient pas Ken Bogard, on l'a streamé à plusieurs reprises, hein. Ken, streamer de jeux vidéo, qui parle très souvent de jeux de combat. C'est quand même, je crois, sa première amour, enfin ses premières amours. Il parle très souvent. Voilà. Si vous voulez savoir dans quel domaine est expert Ken Bogard, voilà, Ken Bogard peut être invité, d'après Aurélien Saint-Toul, sur les chaînes d'information pour parler de jeux de combat, pour parler de Nintendo. Il est quand même assez fort en Nintendo en général et en Pokémon en particulier. Et manga aussi. Voilà. Je pense c'est pour vous le présenter. Ça, c'est ses domaines de compétences. Après, il n'a pas de... À ma connaissance, je ne sais pas, Ken, si tu as
un doctorat versus fighting. Et sans un doctorat, qui va dire qui est expert et qui ne l'est pas? Et voilà, on est de retour dans ces débats compliqués. Bon, bienvenue les raiders et raideuses, merci beaucoup, posez-vous tranquillement. On est en train d'écouter Aurélien Saint-Toul, qui est le rapporteur LFI de la commission d'enquête sur les canaux TNT, qui a rendu son rapport public la semaine dernière. Et on s'arrache les cheveux depuis docteur en mathématiques. Il est docteur en mathématiques. Ken, je sais qu'il est balèze en maths. Ah, il est docteur en maths. Il est docteur en maths. Je savais qu'il était balèze de ouf en maths. Ah bah c'est bon alors. Alors d'après Aurélien Saint-Toul, c'est bon. Ça compte comme expert. Ça compte comme expert. Dont acte, hein, incroyable. Ah non, presque, mais quasi oui. Ok. On est sur Aurélien Saint-Toul qui nous explique qu'il veut interdire la fonction d'éditorialiste sur les chaînes info. Et je dis tout le mal que j'en pense depuis tout à l'heure. En fait, là, on est même en train d'essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Parce qu'il dit un peu tout et son contraire. Il insiste beaucoup sur les éditorialistes. Alors moi, la question que je pose, c'est comment tu fais la différence entre éditorialiste, chroniqueur, analyste? Pour moi, c'est pas clair. Pour moi, c'est même clair que c'est impossible de faire la différence, hein. Si on écoute les uns et les autres, je suis assez bien placé pour le savoir, puisque pour les uns, je suis un analyste politique objectif, rigoureux du service public, et pour d'autres, je suis un infâme gauchiste propagandaire, LFiste sans le dire, qui s'est caché sur France Info. Donc, faut se mettre d'accord, tu vois. Donc, selon les uns, pour Aurélien Saint-Toul, j'ai le droit de m'exprimer, et selon les autres, pour Aurélien Saint-Toul, je ne l'ai pas. Voilà. C'est écrit sur la fiche de poste. Ah, comme je vous le disais, moi, sur ma fiche de poste, il y a marqué chroniqueur. Mais après, c'est un peu facile, tu vois. C'est un peu chat perché. C'est un peu chat perché de dire juste non, mais sur ma fiche de poste, il y a écrit chroniqueur. Enfin, tu vois, dans ces cas-là, tu mets chroniqueur sur la fiche de poste de tout le monde, tu mets plus éditorialiste. Et t'es là, genre, non, c'est bon, sur ma fiche de poste. Tu vois, quoi. Je suis critiqué par tout le monde, donc j'ai raison. Non, mais j'ai pas dit ça, Merlinou. Tiens, tu viens de commettre un homme de paille en déformant mes propos. Hop. J'ai pas dit je suis critiqué par tout le monde, donc j'ai raison. J'ai dit que je suis l'exemple même que il n'y a pas de consensus pour dire si quelqu'un fait de l'analyse ou si quelqu'un fait du point de vue. Voilà, pour des gens, moi je fais de l'analyse et pour d'autres je fais du point de vue. Donc il n'y a pas de consensus là-dessus. Donc comment tu fais pour décider qui est chroniqueur et qui est éditorialiste? Bon courage. Et ensuite, Aurélien Saint-Toul nous dit oui, mais alors voilà. Et donc la vraie question, c'est quid des comment ça s'appelle, des invités qui ne sont pas payés par la chaîne mais qui donnent leur avis. Parce que d'après ce qu'on a compris, Aurélien Saint-Toul veut les interdire aussi. Et on disait, ils vont se disputer puisqu'on a un éditorialiste de gauche et un éditorialiste de droite. Donc c'est que le positionnement politique des éditorialistes, il est connu, il est possible. Contrairement à ce que certains ont pu affirmer, ça n'a rien à voir avec du fichage, c'est de l'étiquetage. Ce sont des personnes qui prennent la parole. Le fichage... Waouh, il y a des red flags quand même, hein. C'est pas du fichage, c'est de l'étiquetage. Oui, belle substitution connotative, mais... belle substitution connotative. Donc là, on rappelle que c'est la proposition du... Alors là, ce à quoi Aurélien Saint-Toul fait référence, c'est la décision du Conseil d'État qui dit grosso modo que le pluralisme des chaînes info, doit être apprécié non seulement aux hommes et aux femmes politiques, aux responsables politiques qui s'expriment, mais aussi aux membres aux polémistes, mais aussi aux chroniqueurs qui s'expriment sur les plateaux. Et c'est vrai que ça, c'est une boîte de Pandore. Moi, je l'ai déjà dit, hein. C'est une boîte de Pandore qui a ouvert le Conseil d'État en disant CNews n'est pas pluraliste parce que soit, si on regarde le temps de parole des hommes politiques, qui sont à peu près dans les clous, mais tout le reste du temps, sur leur plateau, ne s'expriment que des éditorialistes d'extrême droite. Et alors déjà là, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est que l'éditorialiste. Est-ce que c'est celui qui est payé par la chaîne pour donner son avis, c'est ce que dit Aurélien Saint-Toul, ou est-ce que c'est celui qui est invité Et en plus, il y a une différence, parce que, putain, mais c'est son truc, c'est vraiment un sac de nœuds. Parce que,
il y a déjà une énorme différence entre celui qui est en CDI sur la chaîne et qui a un poste d'éditorialiste et ceux qui viennent piger, c'est-à-dire qui sont payés quelques centaines d'euros, entre 50 et 200 euros grosso modo, pour venir participer à une émission de manière régulière, genre toutes les semaines. Et donc là, est-ce que ceux-là, tu les considères comme des éditorialistes ou est-ce que tu les considères comme juste des invités? Sachant que les mêmes peuvent, selon la chaîne, être soit payés par la chaîne s'ils y sont, soit invités... Enfin non, parce qu'une fois que tu es payé par la chaîne, tu es en exclu sur elle généralement. Ça n'a pas de sens. Bon, déjà, rien que là, c'est pas d'une grande clarté. Mais surtout, le problème du Conseil d'État, c'est évidemment, bien sûr qu'on peut entendre, et là encore une fois, hein, c'est un vrai problème, le fait de devoir rééquilibrer des plateaux qui manifestement témoignent d'une opinion portée par la chaîne. Très clairement, sur CNews, quand tu n'as que des personnes d'extrême droite autour de la table, comment tu fais dans les débats de CNews, quand tu n'as que des personnes d'extrême droite autour de la table, ça paraît réaliste de dire que du coup, l'opinion de CNews, c'est une opinion d'extrême droite. Mais là où c'est une boîte de Pandore, c'est du coup, comment tu fais pour apprécier qui et de quel camp. Et Aurélien Saint-Toul lui-même, il botte en touche en disant hier, c'était simple d'avoir un chroniqueur de gauche, un chroniqueur de droite. Oui, mais hier, on était dans un monde bipolarisé. Ça ne lui a pas échappé. Où toutes les élections étaient grosso modo un affrontement entre le PS et l'UMP. Aujourd'hui, on est dans une vie politique qui est beaucoup plus multipolaire, qui est beaucoup plus fragmentée, dans laquelle il n'y a pas d'accord sur les différentes frontières entre les différents blocs, même si, bon, en vrai, on sait tous où sont les frontières. Mais pas tant que ça, d'ailleurs. Hein. La liste aux européennes de Raphaël Glucksmann, est-elle dans le bloc de gauche ou dans le bloc macroniste? Personne ne sera d'accord. Personne ne sera d'accord. Tous les LFI du chat vont dire la liste de Raphaël Glucksmann, elle est dans le bloc de Macron. Tous les personnes de gauche plus modérées vont dire bah non, ça fait partie du bloc de gauche. Donc on voit bien les Républicains, ils sont où? Les Républicains, ils sont dans le bloc macroniste ou ils sont dans le bloc extrême droite? Ou est-ce que c'est un bloc en eux-mêmes? Enfin bref. Donc en fait, aujourd'hui, dans un champ politique éclaté, comment tu répertories les gens? Tu les répertories en fonction de leur parti d'affiliation? Dans ces cas-là, moi par exemple, je refuse qu'on m'étiquette de quelque manière que ce soit. Je refuse qu'on m'étiquette de quelque manière que ce soit, puisque je ne suis et ne serai jamais l'homme d'un parti, encore moins d'un candidat. Donc là, tu vas pas pouvoir étiqueter grand monde. Alors du coup, tu étiquettes les gens quoi en fonction de leur idéologie. Mais comment tu mets un post-it sur l'idéologie des gens? Alors pour certains, c'est assez clair. Mais je vous rappelle que Franz-Olivier Gisbert disait de lui-même qu'il est 20% de gauche. Alors quoi? Donc du coup, tu vas dire quoi? Tu vas dire que Franz-Olivier Gisbert, est-ce que tu demandes à Franz-Olivier Gisbert de s'étiqueter et dans ce cas-là, il compte à 20% pour un orateur de gauche? Ou est-ce que tu vas l'étiqueter toi-même en disant bah non, toi en fait t'es un gros macroniste? Mais dans ce cas-là, qui a la responsabilité de le faire? Qui peut juger de l'extérieur d'un positionnement? Tu vois, qui peut juger de l'extérieur d'un positionnement? Moi, encore une fois, je pense que je suis un bon exemple. En tout cas, c'est facile de me prendre moi comme exemple, puisque quand je lis ce qu'il y a sur moi sur Internet, certains me considèrent comme un dangereux LFiste, d'autres comme un glucksmannien mou, et même certains, bon de moins en moins, mais même certains réussissent à me considérer comme un macroniste. Alors, qui a raison? Tu vois, qui a raison? Qui peut me positionner? Tu vois, ça n'a aucun sens en fait. Mais ça pour le coup, c'est de la faute du Conseil d'État. C'est de la faute du Conseil d'État. Ils ont ouvert une boîte de Pandore. Bon courage pour la refermer maintenant. Mais c'est à toi de clarifier et te positionner. Mais si t'as pas envie, t'as le droit de vouloir exprimer une analyse ou un avis politique sans te revendiquer l'homme d'un camp. Tu vois. Qu'est-ce que c'est? Ou alors on pose ça comme préalable. Si tu veux prendre position, tu dis de quel camp t'es. Mais là, c'est une sacrée boîte de Pandore qu'on a ouverte. Hein.
C'est une sacrée boîte de Pandore. Et honnêtement, là, Aurélien Saint-Toul qui te dit non, non, mais on fait de l'étiquetage, il n'y a pas de problème, mais qui va être chargé de faire ça? Moi, je suis désolé, c'est pas OK. Hein. On voit bien qu'il y a des problèmes à résoudre et qu'il veut les résoudre, mais pour moi, les solutions qu'il propose, en fait, le remède est pire que le mal. Il est connu, il est possible. Contrairement à ce que certains ont pu affirmer, ça n'a rien à voir avec du fichage, c'est de l'étiquetage. Ce sont des personnes qui prennent la parole. Le fichage, ce serait si on allait dans l'isoloir et on leur demandait pour qui vous votez. C'est pas de ça dont il est question. C'est de s'assurer que le pluralisme va être respecté, c'est-à-dire que la diversité... C'est marrant, il suffit de dire Glucksmann pour faire exploser le chat. Vous êtes quand même facile à trigger. Hein. Vous êtes quand même facile à trigger. Le fichage, ce serait si on allait dans l'isoloir et on leur demandait pour qui vous votez. C'est pas de ça dont il est question. Non mais ok. Non mais c'est de s'assurer que le pluralisme va être respecté, c'est-à-dire que... Alors c'est pas ça dont il est question, mais c'est quand même une conclusion, c'est quand même une conséquence assez directe. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Hein. Je suis désolé, ça ne marche pas. Cette proposition ne marche pas. La diversité des opinions qui existent dans la société vont être représentées. Alors évidemment, si vous avez des éditorialistes qui viennent toutes les semaines, vous allez avoir un problème, c'est que vous allez avoir une sorte de raffinement perpétuel. Ah ça y est, la caméra est revenue. Putain, l'Assemblée nationale... L'Assemblée nationale française, ils sont pas foutus d'avoir un feed clean, quoi. Putain... Je stream depuis un sous-sol et j'ai un feed plus clean que le leur. C'est chaud quand même. En disant, oui, mais monsieur Untel, il a défendu le gouvernement tel jour, le lendemain, il n'a pas défendu le gouvernement, etc. Ah Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une espèce d'inflation maximale de la catégorie divers droite. Il n'y aura quasiment pas de divers gauche en réalité. Je pense que vous êtes tous des observateurs de la télévision, vous savez qu'il n'y a pas d'éditorialiste de gauche. Et vous allez donc... Ils étaient bloqués à 15 FPS, ouais, c'est ça. Avoir des problèmes. Parce que vous ne saurez pas comment... Ah voilà, grosso modo, ce qu'il dit, c'est... Non, ok, alors Bon, il a eu une phrase qui était quand même un peu inquiétante en disant on peut tout à fait le faire, c'est de l'étiquetage, c'est pas du fichage, c'est pas pareil. Ouais. Là, grosso modo, il est en train de dire en vrai, en pratique, ça ne marche pas, donc il faut interdire les éditorialistes purement et simplement. Les étiqueter. Vous aurez une catégorie divers droite. Donc, il me semble que le plus simple... Il est en train de dire, tu as une catégorie divers droite, voilà. Plus efficace, si vous devez diriger une chaîne, et encore une fois, c'est donc une recommandation, l'idée n'est pas de l'inscrire nécessairement dans la loi, c'est de se donner la possibilité plutôt de faire intervenir des personnes au titre de leurs compétences spécifiques. Vous traitez d'un sujet, vous allez nécessairement trouver des spécialistes capables de mettre en perspective, comme c'est dit si souvent. C'est vraiment encore une fois, hein, c'est de la technophilie, quoi. C'est de l'expertophilie. C'est la République des experts. C'est vraiment la République des experts. C'est l'idée que les seuls aptes à s'exprimer et avoir un avis sont des experts. Et franchement, c'est chaud, quoi. C'est chaud parce que je vous rappelle quand même que LFI, ils sont censés... Encore une pub? Mais c'est quoi ce délire, là? Tu me diras, ça fait plus de 5 heures qu'on stream. En même temps, c'est normal, quoi. Ça fait plus de 5 heures qu'on stream, forcément, on est encore là, quoi. Bon, vas-y, pub, j'attends. Je vais lire les subs pendant ce temps-là. Alors, qui s'est abonné? On en était où? Ah, mais j'ai loupé un... Ah, je suis désolé. J'ai loupé un raid. Désolé, boulangerie reste CP. Reste CP, c'est ça? Boulangerie reste CP qui nous arrête avec 67 personnes. Je suis vraiment navré. C'est pas apparu dans mon fil d'actualité. C'est totalement apparu dans mon fil d'actualité, je l'ai juste pas vu. Désolé. J'espère que vous êtes encore là, les raiders et raideuses. J'imagine que vous avez été déçus. Merci bien sûr à Boulangerie pour le raid. Merci les amis. Et navré de ne pas vous avoir vu. The Archie, 3e Prime. Merci beaucoup. Sinon vous connaissez Twitch Prime. Merci The Archie pour ton Prime. Sefi qui s'abonne pour 3 mois. Incroyable mais vrai. Merci 1000 fois Sefi. Le Vikilite qui Prime. Yota qui Prime, merci beaucoup. Stab qui s'abonne pour 3 mois, merci 1000 fois. Ainsi que Fuzitsu qui Prime, bienvenue. Et Dark Cart G qui Prime. C'est pas le plus simple. Hein. C'est pas le plus simple.
Ah, on a Drapeau Noir qui poste un message pour la première fois. Mais est-ce que Drapeau Noir, est-ce que tu es Nico de Drapeau Noir ou pas du tout? Ou c'est juste un viewer qui a volé enfin, qui a pris le pseudo. Merci BR Raf, 5e mois. Merci pour ton abonnement, merci beaucoup. Reste CP, c'est une ref à Ali G. Ah, je connais pas. J'ai pas la ref. Je n'ai pas la ref. Désolé. Gergior qui prime, bienvenue. Et chaque antique qui prime. Merci les amis. Coucou, non, je suis un anarchiste. Ah, très bien. Ah oui, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce drapeau noir aussi. C'est vrai qu'il y a plusieurs drapeaux noirs. Merci les amis. Merci les amis. C'est quoi le résultat du sondage? Il y avait 63% qui n'étaient pas convaincus, 14% qui étaient convaincus et 30% qui disaient ne se prononce pas. Sacha Baron Cohen, oui, je vois, j'ai pas vu Ali G, j'ai pas vu. Mais je vois, mais j'ai pas vu. Allez, 23 secondes encore de pub. C'est que pour la TNT, les chaînes... Oui, non, mais sur la TNT, c'est là où tu as toutes les chaînes info. Donc, en vrai, c'est là où ça compte. Hein. C'est là où ça compte. La vidéo de Mila, je vois pas de quoi vous parlez. Mais je suis pas sûr d'avoir envie de voir ça. Je suis pas du tout sûr d'avoir envie de voir ça. Après, j'irai voir s'il y a une dingue. On en reparlera mercredi. Allez. Donc, ouais, j'étais en train de vous dire, la France Insoumise, c'est quand même un parti qui défend, en théorie, une 6e République, une démocratie plus participative, la participation des citoyens à l'élaboration des décisions. Et en vrai, c'est chaud de défendre une démocratie plus participative, l'inclusion des citoyens dans le processus de délibération, et de dire que tu as besoin d'être un expert pour avoir le droit de t'exprimer sur un sujet donné. C'est vraiment la dévalorisation de la parole du citoyen ordinaire, alors même que tout le sens de la démocratie participative et de la démocratie délibérative, c'est de dire que la parole du citoyen ordinaire a de l'importance, qu'elle a du poids, et qu'elle devrait être entendue. Citoyen différent d'éditorialiste. Non, bah non. Lui, il te dit, tu peux pas t'exprimer sur un plateau si tu exerces le magistère de ton opinion. Donc il faut être expert du domaine. Il le dit clairement, il le dit à plein de reprises. Enfin, il le dit pas clairement, mais il le dit à plein de reprises. Souvent, au titre de leur expertise, juristes, historiens... c'est la République des experts, c'est la République des professeurs. Sociologues, etc. Mais la qualité de toutologue me paraît problématique du point de vue de l'étiquetage et du respect du pluralisme, tout simplement. J'avais une question sur la laïcité. Est-ce qu'il en reparle? Est-ce qu'on lui repose la question? On était à combien là? On était à 36. Attendez, hop. Ouais. Ok. Non. Bon, bah écoutez, on a entendu tous les arguments d'Aurélien Saint-Toul et je n'ai pas été convaincu. Je n'ai pas du tout été convaincu. Je pense qu'il pointe un problème qui est réel. Je pense qu'il pointe un problème qui est réel, mais qu'il y apporte une solution qui est pire que le mal. Parce qu'en plus, c'est vraiment le fantasme. Non, mais c'est dingo. Hein. Franchement, Putain, je vous dis la vérité. Je trouve que c'est faible intellectuellement. En fait, c'est ça qui m'emmerde. C'est que je trouve que c'est faible intellectuellement. Déjà, c'est pas architecturé, c'est mal argumenté. Si au moins il y avait un argumentaire, parce que quand tu avances une proposition comme ça dans l'espace public, tu es censé en avoir un peu sous le pied, tu vois. Tu es censé être capable de l'argumenter, de le tenir, de le présenter clairement. Là, c'est jamais clair. C'est ultra flou. L'argumentaire dans le rapport, il est indigent. Il part de ce que dit, en fait, il part d'une expérience au sein de France Média Monde qui relève de la liberté éditoriale, et il veut en faire une loi. Et moi, je trouve que le passage de l'un à l'autre est extrêmement problématique et il s'en justifie jamais. Et surtout, en fait, on voit bien que derrière, il y a une double conception chez lui qui en fait est une conception qui est dépolitisée.
Il nous explique que grosso modo, il y a les méchants éditorialistes qui ont leur avis sur tout et les bons journalistes qui, eux, font de l'information. Attendez, c'est quoi ce délire? Attendez, j'ai un problème. J'arrive. Hein. Ah, ok. Ça, j'ai la fenêtre ouverte, mais... Ça, j'ai la fenêtre ouverte, mais là, je m'attendais pas... Je sais pas ce que c'est. Il se passe un truc dehors. Il se passe un truc dehors, manifestement. Ah, putain, attendez, bougez pas. Je reviens, c'est pas une pause, j'ai juste fermé la fenêtre. Merde. J'ai lancé une pub, putain, je suis trop con. Je suis trop con, j'ai lancé une pub, j'ai appuyé sur le mauvais bouton de mon Stream Deck. Oh non. J'ai appuyé sur le mauvais bouton du Stream Deck. Désolé. C'est ma faute. Bon bah, plus de revenus publicitaires. Désolé. Désolé, fausse manip. Désolé, fausse manip. Désolé pour la pub fausse manip. Comme par hasard. C'était quoi? T'as mis trop de boutons. Bah, j'ai un peu trop de boutons, ouais. En vrai, ça pour le coup, c'est un peu vrai. Je sais pas ce que c'était. C'était dehors, un truc, je sais pas, il y a des gens qui font un truc dehors. Après, c'est bruyant, la rue en dehors de là où je suis. C'est bruyant. Où est-ce que j'en étais? Oui, j'étais en train de dire que c'était mal argumenté. Attendez, parce que j'ai vu des gens qui m'ont écrit des trucs. Ok, je vous lis. Ah, c'est marrant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de consensus. Pas de consensus. Le happening de Pauline Rapilly-Ferniaud commence à sortir dans la presse. Mais je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, ça c'était notre petite perle de début de... C'était notre petite perle de début de stream. Si vous n'étiez pas là, bah, je pense que vous n'étiez pas là. Ça fait 5h20 qu'on est en stream. Vous l'avez entendu ici en premier. Le prochain Gates qui va embarrasser Europe Écologie Les Verts, vous l'aurez entendu ici en premier. Ce soir sur Quotidien, demain chez Pascal Pro, c'est sûr. C'est sûr, peut-être même ce soir chez Pascal Pro en vrai, je pense. Si, on était là, putain. Ah, je pense, hein, dans l'heure des pros 2. Aurais-tu une solution à proposer? Ah. Ben non, moi j'ai pas dit que j'avais une solution. J'ai pas dit que moi j'avais une solution. Hein. Mais en vrai, si, moi ma solution, ce serait plutôt de reconnaître. En vrai, tiens, bah attends. Voilà, hop, retour. Donc vous êtes beaucoup à me demander c'est quoi ta solution. Je vais vous donner ma solution juste après, parce que j'en ai une en fait. Mais en fait, je vous dis j'en ai pas, mais en vrai, j'en ai une. C'est pas vrai que j'en ai pas. Donc je vous la donne juste après. Donc, j'étais en train de dire que je trouvais que l'argumentation d'Aurélien Saint-Toul a été faible intellectuellement, ce qui est quand même méchant à dire. Mais derrière, il y a quand même deux représentations qui, pour moi, tiennent du fantasme et sont complètement contre-productives. La première, c'est l'idée qu'il y a des journalistes objectifs qui informent et des éditorialistes qui influencent, alors que, pour moi, il n'y a de journalisme que militant, et que même les journalistes qui informent par les questions qu'ils posent, la manière dont ils les posent, les informations qu'ils choisissent de traiter, le cadrage qu'ils leur appliquent, par tous ces biais-là, tout journaliste exerce toujours une influence. Et tout journaliste est donc toujours militant. Tout journaliste laisse toujours s'exprimer une vision du monde, un ordre des priorités, des valeurs, des sujets qui lui paraissent plus importants que les autres. Donc
là-dedans, déjà, moi, je pense qu'il ne défend pas la bonne chose, Aurélien Saint-Toul. Je pense qu'il ne défend pas la bonne chose. Je pense qu'il a une vision qui est irréaliste, en réalité, du métier de journaliste, et qui correspond, en fait, d'ailleurs, c'est le paradoxe, à la vision qui est revendiquée à tort sur les chaînes info, qui ont tendance à vous dire « Non, mais nous, on fait de l'information neutre », alors que pas du tout. Et moi, je préfère les journalistes qui s'assument comme militants. Et moi-même, depuis le premier jour où je suis dans la presse, j'ai toujours assumé avoir des valeurs et les défendre. J'ai toujours refusé d'être l'homme d'un camp, mais j'ai toujours affirmé avoir des valeurs, elles ont toujours été claires, et j'ai toujours accepté de les défendre. Donc tu es d'accord avec l'étiquetage? Ben non, parce que c'est différent. Enfin, c'est différent d'avoir des valeurs et de laisser s'exprimer une vision du monde à travers toi, et d'être étiqueté derrière un camp, ou encore pire, un parti. C'est pas la même chose, tu vois. Tu as le droit d'avoir des valeurs, mais d'estimer que ces valeurs ne se retrouvent exactement nulle part, ou se retrouvent un peu partout. Moi, c'est pas ma vision du monde. Je pense qu'en fait, le monde est beaucoup plus structuré par les idéologies politiques qu'on ne le dit. Mais par contre, je pense qu'il y a plein de gens qui, eux, veulent se croient ne pas appartenir à un camp. Je pense qu'en fait, ils appartiennent à un camp sans s'en rendre compte. Mais il y a plein de gens qui se croient ne pas appartenir à un camp, ne pas relever d'une idéologie. Et je pense que ces gens-là, leur dire, bah vas-y, étiquette-toi, ils en seront bien incapables en réalité. Ils en seront bien incapables. Donc, déjà, d'une part, le fantasme d'un journaliste neutre qui informe et d'un éditorialiste militant qui influence, je pense que la réalité, en fait, est 1000 fois plus contrastée que ça, première chose. Et d'autre part, quand Aurélien Saint-Toul nous dit sur les sujets, il faut laisser s'exprimer des experts, des gens qui connaissent, des historiens sur les sujets d'histoire, des économistes sur les sujets d'économie, des sociologues sur les sujets de société, là encore, il y a un fantasme de la place de l'expert neutre, l'expert légitime, l'expert qui a travaillé. Alors, c'est vrai que quand on voit les éditorialistes qui disent n'importe quoi sur n'importe quel sujet, c'est vrai que ça peut un peu tendre, a fortiori quand, comme moi et comme plein d'autres, on a fait des études justement pour être capable à peu près de savoir de quoi on parle. Mais d'une part, l'expertise ou le diplôme ne garantit absolument pas l'absence d'opinion, l'absence de militantisme. Ça ne garantit même pas la rigueur. Enfin, je veux dire, des personnes considérées comme des expertes qui, derrière leur expertise, font passer en réalité des opinions qui ne sont absolument pas validées par ce que dit la science. J'en connais quelques-unes. On ne va pas les citer ici parce qu'on ne va pas se mettre à dos des collègues, mais on en connaît quand même quelques-uns. Je vous rappelle qu'à ce titre, Michel Onfray est docteur en philosophie, donc il est fondé à s'exprimer sur plein de sujets, manifestement. Vous voyez, on veut des philosophes. Bah, Michel Onfray est philosophe. Raphaël Enthoven est agrégé de philosophie. Il n'est pas docteur, mais il est agrégé de philosophie. Bon, vous voyez, là encore, on est dans un fantasme où on glorifie, on sanctuarise même la parole de l'expert et on dévalue la parole du citoyen, alors que je connais des militants activistes qui sont pas porte-parole d'une association, mais qui sont en réalité tout aussi compétents pour s'exprimer, qui ont acquis une compétence qui est égale à celle de nombreux chercheurs en réalité, ou de nombreux experts du champ. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une proposition qui est... Je vois pas comment en pratique elle est tenable, je vois pas comment en pratique tu l'as fait appliquer, et elle repose sur, je pense, une vision et du journaliste et de l'expert qui sont des visions fantasmées et simplificatrices, et surtout, enfin je veux dire, vouloir créer plusieurs statuts de citoyens à l'égard de la liberté d'expression, je trouve que là c'est vraiment la boîte de Pandore, quoi. C'est vraiment la boîte de Pandore, c'est la ligne rouge de fou, quoi. Bon alors, vous me demandez, ok, tu critiques, mais c'est quoi ta solution? En fait, moi, ma solution, elle est assez simple. Elle est de dire que puisque le journalisme ne peut être que militant, et que on voit bien s'exprimer derrière les chaînes d'information, des opinions assez claires.
voilà, on voit bien comment est-ce que la ligne éditoriale de CNews, bon, ça a été suffisamment démontré, est quand même très alignée avec celle de l'extrême droite. La ligne éditoriale de BFM TV, je vous renvoie au bon épisode de Rhinocéros d'Usul. La ligne éditoriale de BFM TV, elle est quand même pas très loin de la ligne d'Emmanuel Macron. Bon, bah voilà, moi, ma solution, c'est de dire, traitons les médias télévisuels de la même manière qu'on traite la presse écrite. Ça n'est absolument pas choquant qu'il y ait dans la presse écrite un journal d'extrême droite, Valeurs Actuelles, un journal très à droite, Le Figaro, dans la mesure où vous avez Usul et Lumi. Vous avez parfaitement raison. Usul et Lumi. Ça, vous avez tout à fait raison de me le faire remarquer. Effectivement, Rhinocéros d'Usul et Lumi qui sont co-auteurs, co-présentateurs. Tout à fait. Donc, ma solution, c'est de dire, puisque, de la même manière que dans la presse écrite, vous avez une presse de gauche, Libération, l'Humanité, une presse de droite. Enfin voilà, je vais le redire comme j'avais dit au début, c'était mieux. Ça n'est pas choquant d'avoir une presse d'extrême droite, Valeurs Actuelles, une presse très à droite, Le Figaro, L'Opinion, parce que dans le même temps, vous avez une presse plus centriste ou centrale, vous jugerez comme vous voulez, Le Monde, et puis vous avez une presse plus à gauche, Libération, voire très nettement à gauche, Le Monde Diplo ou l'Humanité. Et voilà, et là, c'est le pluralisme des lignes éditoriales, qui assure la bonne information des citoyens. Et chaque ligne étant assez claire. Bon, et bah à partir de là, moi, ma solution, elle est simple. Il devrait y avoir sur le canal TNT une chaîne de télévision ouvertement de gauche. De la même manière qu'il y a sur la TNT une chaîne de télévision ouvertement d'extrême droite, CNews, et des chaînes qui sont implicitement dans le dogme libéral, BFM TV en premier lieu et LCI aussi en réalité. Donc voilà, pour moi, le pluralisme, il doit passer beaucoup plus. Le pluralisme doit beaucoup plus passer par l'offre différenciée à la télévision. Ensuite, qu'il y ait des gens qui vous agacent sur des plateaux et qui soient payés à donner leur opinion, y compris sur les sujets dont ils ne savent rien. Oui, je suis d'accord que c'est agaçant. Bon, et ensuite, mais parfois, il faut faire attention parce que chercher à résoudre un problème t'amène à créer bien pire que si tu le laissais juste exister. Donc moi, je pense que il est beaucoup plus intéressant de réfléchir à une échelle macro, c'est-à-dire soit attribuer un canal TNT à une chaîne de gauche et accepter que, en fait, on accepte des canaux d'opinion sur la TNT, soit accepter, soit à révoquer le canal TNT. Pour moi, à minima, c'est ça. À minima, c'est tout le monde peut faire son journal, alors que sur la TV, tu dois avoir une fréquence donnée par l'État. Ouais, mais ça, c'est vrai. En fait, là-dessus, vous avez raison. C'est bien pour ça qu'initialement, on a dit il faut une information pluraliste. Mais on voit bien que la ligne pluraliste est neutre. Après, on n'a jamais demandé la neutralité, on a demandé l'honnêteté. On voit bien que l'information pluraliste et honnête, elle est compliquée. Elle est compliquée à tenir, elle sera toujours critiquée. Donc après, j'en sais rien, moi je suis pas dans la technique, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, soit à minima, il faut soit accorder un canal TNT à une chaîne ouvertement de gauche, soit révoquer le canal de CNews. Enfin, à minima, tu commences par ça, quoi. C'est-à-dire, tu mets les choses en bon ordre, mais même révoquer le canal TNT de CNews et ramener France Info, par exemple, qui est... France Info est sur la TNT, tu me diras. Mais même révoquer le canal TNT de CNews ne suffira pas à contrer les critiques de « oui, mais BFM, c'est de droite »,« oui, mais LCI, c'est de droite »,« BFM n'est pas possédé par n'importe qui », etc. Donc cet argument-là, en fait, tu n'as pas de solution, quoi. C'est-à-dire, soit tu t'en satisfais en disant ouais, c'est pas ouf, mais bon, c'est comme ça. Soit tu revendiques pour qu'il y ait une pluralité de canaux d'opinion
sur la TNT. Et en vrai, vu que c'est déjà le cas avec CNews, en fait, je vois pas pourquoi ne pas te dire, bon, bah, c'est bon, allez, sur la TNT, tu as des chaînes d'information, des chaînes d'opinion, et let's go, on file une chaîne, on file un canal pour une chaîne de gauche. Après, le problème, et c'est là où la remarque de Jean est tout à fait valide, c'est que c'est en fait, faire une chaîne de télévision, c'est pas juste qu'il faut un canal alloué par l'État. Le problème, c'est que il faut les moyens de la monter, quoi. Autant imprimer une feuille de chou, j'ai envie de dire, si je caricature un peu, avec une bonne imprimante, tu peux le faire. Autant une chaîne de télévision, c'est des millions et des millions d'euros. Alors là, voilà, si vous voulez une solution, pour moi, la solution, c'est ça. Après, j'ai pas dit qu'elle était applicable. J'ai pas dit qu'elle était applicable. Il faudrait... Bah non, en fait, pour moi, si tu veux un milliardaire de gauche, en fait, ça veut dire que tu retombes exactement dans les mêmes travers. Non, ce qu'il faudrait, c'est juste... Il faudrait une scope, quoi. Il faudrait le... Enfin, pas une scope, mais il faudrait la solution de Julia Cagé, quoi. Il faudrait un média qui soit la propriété de ces téléspectateurs et téléspectatrices. Mais bon, ça, c'est le problème. À gauche, quand tu demandes aux gens de donner de l'argent... forcément, comme on n'est que des crèves-la-faim, tu te retrouves avec, avec des clopinettes, quoi. Bref. Le média, quoi? Bah, je sais pas, le média ou autre chose, j'en sais rien, tu vois. J'en sais rien. Le média, oui, peut-être, ou autre chose. C'est pas, je suis pas en train de vous dire, je suis pas en train de dire, il faut tel média ou tel autre, telle chaîne ou tel autre. Je pense que, en vrai, les prérequis pour en arriver à une telle chaîne d'information, personne pour l'instant est capable de les aligner, quoi. Ni le média, ni Blast, ni Mediapart. Mediapart peut-être un peu plus, mais ils font peu de vidéos. Mais en fait, le problème, c'est que... Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, en fait, CNews, la raison pour laquelle ils ont commencé à faire surtout du débat plutôt que de l'information, c'est que l'information, ça coûte très cher. En fait, faire de l'information, ça coûte extrêmement cher. Faire du débat, faire du talk, c'est gratos. Le problème, c'est que si tu fais une chaîne de gauche, il faut que ce soit une chaîne avec de l'information et un traitement de l'information de gauche, qui notamment remettent beaucoup plus au centre de l'actualité les questions écologiques, à minima les questions écologiques, qui sont quand même complètement invisibilisées bien souvent dans les hiérarchies médiatiques. Sauf que ça demande d'avoir un vrai service d'information, ça demande de produire de l'information. Et autant le média Blast, ils sont capables de produire du débat ou des émissions, en tout cas du débat, ou en tout cas des émissions en plateau, du talk, voilà. Ils sont capables de produire du débat ou du talk d'une part, ils sont capables de produire de l'analyse d'autre part, bon, de manière tout à fait sérieuse et avec une très belle réalisation, il n'y a pas de problème. Mais en fait, le média et Blast ne produisent pas de l'information. Le média, je ne sais pas où ils en sont, je ne regarde pas beaucoup. Mais ils ne produisent pas ou très très peu de l'information. Et le problème, c'est que ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune de produire de l'information. Donc en fait, vous dites, il faut le média. Non, il faut pas, ça ne suffit pas en fait. En fait, ça ne suffit pas. En tout cas, tel que c'est là aujourd'hui, ça ne suffit pas. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais je dis que ça ne suffit pas. Je dis qu'il faut une chaîne d'information de gauche. Le média, c'est de plus en plus de l'information, semble-t-il, mais la marche à grimper, elle est encore énorme. Après, je dis pas qu'ils y arriveront jamais, hein, je leur souhaite d'y arriver. Je leur souhaite d'y arriver. Et le média, c'est pas toute la gauche non plus. Et par ailleurs, la ligne éditoriale du média, bon, elle est peut-être... elle sera peut-être une ligne rouge pour certains ou certaines. Bref, moi j'ai l'impression qu'il y a un projet beaucoup plus large que ça, beaucoup plus grand que ça à créer. Beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus grand, beaucoup plus unitaire aussi. Mais bon, c'est un rêve éveillé.